samedi 14 août. Bonjour tout le monde, Fred Savard avec vous pour un nouvel épisode estival. Vous vous rappelez, j'avais lancé une invitation à la communauté qui a bien répondu. Il y a eu déjà quelques épisodes qui ont été diffusés en attendant de recommencer la saison 4. Et là, aujourd'hui, c'est François Lovici, qu'on a entendu un peu plus tôt cet été, qui nous présente un nouvel épisode. Vous l'avez beaucoup aimé d'ailleurs, on a reçu plusieurs commentaires. Je pense que François va joindre l'équipe de chroniqueurs et de chroniqueuses pour la saison 4. Je pense que c'est un ajout intéressant. Et là, pour cet épisode-ci, vous savez, la 4e vague est à nos portes. Et François a décidé de revenir un peu sur le monde de la culture. Olivier Drouin l'avait fait également. François a décidé d'aller à la rencontre de comédiens, d'un directeur de production, d'un éclairagiste, pour une réflexion sur les impacts qu'ont eu la pandémie sur leur travail, sur leur approche artistique et professionnelle. On a entendu souvent, au début de la pandémie, une injonction à se réinventer. Puis là, on va voir, après plusieurs mois, après plus qu'un an même, qu'est-ce que ça veut dire? Quels ont été les impacts? Alors, c'est l'épisode que François Lovici vous présente. De toute façon, il va l'expliquer lui-même. Je ne veux pas trop en dire dans cette introduction. Mais je veux vous dire que moi, je m'ennuie de vous, chers auditeurs, chères auditrices. Je suis en train de préparer la saison 4 qui va se déployer un peu plus tard, en fait, au début de l'automne. Je n'ai pas la date exacte, mais je pense que ça va début octobre. C'est l'avantage de ce projet. Je suis complètement libre de le débuter quand je veux et de le finir. Évidemment, ça va être encore une saison plutôt, de plusieurs épisodes, au moins une trentaine, si ce n'est peut-être même 40, comme on a fait à la saison 3. Il y aura évidemment la campagne de financement, vous aurez tous les détails. Je vais vous envoyer même des courriels un peu plus personnalisés. On va faire des petits épisodes aussi en septembre pour se préparer. J'ai très hâte de recommencer, mais là, évidemment, je ne peux me consacrer uniquement à cette balado, donc j'ai commencé mes engagements avec cette année-là, entre autres, et il y a la radio aussi qui va reprendre à tout un matin à Montréal. Alors, on va débuter ça, je vais commencer ça, je vais me remettre dans l'alimentaire pour ensuite pouvoir vous offrir de nouveaux épisodes de la saison 4. Alors voilà. Mais pour l'instant, on va rejoindre François Lovici pour cet épisode estival de la communauté de la balado de Fred Savard. Bon épisode tout le monde. Bienvenue sur la balado de François Lovici pour la balado de Fred Savard. Je voulais d'abord le remercier, lui et son équipe, pour cette nouvelle carte blanche qui me permet de vous présenter dans cet épisode un sujet qui me tient à cœur. Qu'est-il advenu de l'art et de la culture en ces temps de pandémie ? Et surtout de tous ceux qui font vivre ce monde essentiel à mes yeux, justement pas vraiment considéré comme essentiel, et pourtant partie intégrante de notre économie si on veut amener le débat sur ce terrain. Le 13 mars 2020, ils étaient au milieu d'une tournée, d'une expo, d'un projet sur le montage d'une prochaine production, quand la pandémie a commencé. Comme la plupart des artistes, leur monde de création s'est comme figé dans le temps. Ils se sont sentis démunis et impuissants. Pourtant, leurs récits et expériences personnelles ne sont pas une sombre aventure à oublier, mais n'allez surtout pas leur dire qu'ils se sont réinventés, une injonction gouvernementale faite aux artistes qu'ils ont pris comme une insulte vraiment très mal digérée. On leur a demandé de se réinventer, comme on dit à une ou à un employé, que sa perte d'emploi est une belle opportunité, un tremplin pour prendre une nouvelle impulsion, en plein milieu d'un drame de la vie. D'une manière comme très polie et nouvelle langue de dire « Excusez-moi, mais en temps normal, vous n'êtes pas essentiel. Alors s'il vous plaît, en temps de pandémie, faites un effort de plus avec vos problèmes. Les autres en ont vraiment des plus importants que vous. » Je suis donc allé à leur rencontre pour discuter de tout ce qui a pu changer pour eux. Tous les intervenants du milieu de la culture avec qui j'ai eu l'occasion de m'entretenir pour préparer ce sujet m'ont dit, d'une manière polie ou non, que cette injonction reflétait une complète méconnaissance de leur métier et de leur milieu professionnel par nos gouvernants, les laissant bien souvent à eux-mêmes depuis le début du confinement. Ce n'est pas un reportage qui se veut exhaustif, comme pour couvrir la problématique dans son ensemble à l'échelle du Québec, mais bien un partage fait de tranches de vie, d'expériences personnelles et de témoignages d'artistes, de gens du milieu, des arts, de la culture, que je voulais vous partager. Ils sont comédiens, directeurs de production, éclairagistes. On les a peu entendus, alors je souhaitais vraiment leur laisser la parole, leur donner une tribune pour nous raconter comment ils ont vécu ce moment un peu hors du commun, des impacts pour leur projet et leur carrière.
Durant cette série d'entrevues, on notera que cette injonction de se réinventer est essentiellement une demande de prendre un virage numérique en créant du contenu web. Car oui, les budgets et les aides qui se sont longtemps fait attendre sont finalement venus. Mais cette aide semble viser essentiellement la production télévisuelle et la création de contenu numérique. C'est du moins ce que j'en ai retenu à la lumière des témoignages que j'ai recueillis pour vous. Ce qui paraît évident pour un artiste qui travaille déjà avec le web, l'est peut-être moins pour un artiste qui crée de ses mains, comme un céramiste. Mais est-ce vraiment là leur avenir ? Cette pandémie aurait pu être, par exemple, une belle occasion d'explorer d'autres avenues pour les aider, comme revoir le statut des artistes, idée finalement abandonnée par le gouvernement en mai 2021. Ou bien d'engager une réflexion sur un revenu minimum garanti, une idée qui fait aussi son chemin, mais qui est encore loin de s'imposer. Je vais vous laisser maintenant découvrir cette série d'entrevues sous forme de dialogue à 3. Chacun de mes invités allant vous parler de ses spécificités, de son métier, de ses projets artistiques, voire même de médecine et d'art vivant, de leur expérience personnelle durant ce brusque arrêt général, de ce qui fait l'essence même de leur métier d'artiste, la diffusion de leur art vers leur public. Dans cette première entrevue, j'ai eu le plaisir de recevoir Lamia Benassine et Jean-François Guibault. Ils vont nous partager leurs témoignages en tant qu'acteurs des arts vivants et du monde du théâtre, de ce que le confinement a changé dans leur profession, leur vie, de ce qu'ils pensent de se réinventer quand sa carrière et ses projets naviguent à vue, quand les théâtres sont fermés, que le public a disparu, qu'il faut apprendre à se réunir sur Zoom, de ne pas être essentiel, tout simplement. Pour eux, leur demander de se réinventer fut reçu comme une gifle, car c'est la base et l'essence quotidienne de leur métier d'artiste. La qualité de leurs propos étant à la hauteur de leur convivialité, j'avoue qu'il a été parfois difficile de tenir le vouvoiement de rigueur. Lamia Benassine, Jean-François Guibault, bonjour, bienvenue à la balado de François Liovisi, sur la balado de Fred Savard. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour venir parler de tranches de vie d'artistes pendant la pandémie, puis de nous donner vos avis, ce que vous avez vécu durant ce moment. Je vais vous laisser vous présenter un petit peu après, mais je voulais quand même en dire un petit peu sur vous. Donc Lamia, vous êtes comédienne depuis 2015, diplômée de l'Université de Laval au Québec. Vous êtes passée par l'UQAM. On peut dire que c'est une vocation qui vous tient depuis tout petite, parce que vous faisiez aussi du théâtre au secondaire, vous avez fait du théâtre au cégep. En 2019, vous m'aviez expliqué, vous étiez en pleine tournée, puis quand la pandémie est arrivée, vous étiez en plein dans les projets. On peut dire, et puis vous allez nous le raconter, que votre expérience en fait a été faite de choses négatives, mais il y a aussi des petits bonheurs, puis beaucoup de positifs. Vous nous raconterez aussi comment vous êtes passé justement pendant cette période de l'activité de comédienne à l'activité d'assistante chiropraticienne. Ce qui m'a marqué lors de notre première rencontre, on en reparlera, mais au-delà de l'activité, c'est votre sevrage du public, sevrage de l'énergie de comédienne et la difficulté à passer au travers de tout ça. Quant à vous, Jean-François, vous êtes metteur en scène, directeur artistique, directeur d'un théâtre, l'Arrière-Scène, qui est un théâtre dédié au jeune public. Vous êtes également diplômé depuis 2008 de l'école d'art dramatique de Saint-Hyacinthe. Oui, l'école de théâtre du cégep de Saint-Hyacinthe. Et vous êtes également passé récemment par l'UQAM, vous allez nous en reparler. Puis vous, ce qui m'intéressait, c'était votre témoignage en tant que justement directeur de théâtre. Puis la première fois qu'on s'est rencontrés, ce que j'ai retenu vraiment de vos mots pendant la pandémie, quand la pandémie est arrivée, c'était des mots comme marché à vue, improvisé. Vous avez vécu un stand-by, mais à défaut de réinventer votre profession, enfin votre métier, vous avez revisité vos projets. C'était l'occasion de revisiter vos projets. Donc je vais vous laisser la parole. Je vais laisser la parole d'abord à Lamia pour présenter un petit peu son parcours. Bonjour Lamia. Oui, bonjour. Donc je suis formée comme comédienne à l'UQAM. J'ai fait ma formation de comédienne de 2012 à 2015. Et avant l'UQAM, j'ai été formée à l'Université Laval à Québec, où j'avais fait le programme d'études théâtrales, mise en scène et dramaturgie, pour mieux comprendre les rouages de tout ça. Et j'ai toujours fait du théâtre depuis que je suis au primaire. D'accord. Ouais.
Et vous, Jean-François, le parcours? C'est pas semblable, mais c'est-à-dire que moi aussi, j'ai été formé comme comédien d'abord. Je fais du théâtre depuis le primaire et je suis allé après ça directement. J'ai fait le cégep de Saint-Laurent en arts et lettres et ensuite le cégep de Saint-Hyacinthe en interprétation. Et après, j'ai eu une pratique quand même comme comédien pendant un bon moment, mais je me suis tourné rapidement vers la mise en scène. Je me suis spécialisé dans le domaine du théâtre jeune public et j'ai complété ensuite une maîtrise à l'UQAM, à l'École supérieure de théâtre de l'UQAM, sur le sujet de justement la mise en scène. Je travaillais la choralité, donc le travail collectif avec... je me rappelle pas, en fait, d'ailleurs, Lamia était comédienne sur mon mémoire de création. On était 20 comédiennes au plateau. Sur ce projet. C'est comme un passé dystopique là, maintenant d'imaginer 20 comédiennes qui travaillent dans une salle de répétition, mais c'était mon sujet de mémoire, ouais. Donc, vous venez de m'expliquer votre parcours. Puis, on arrive en 2019, si je me souviens bien. Vous étiez, on va dire, dans les 6 mois avant la pandémie, depuis l'été. Vous étiez en plein dans les projets, en tournée. Vous aviez des auditions qui déboulaient. Vous étiez vraiment, on peut dire, avec une carrière bien remplie à ce moment-là. Ouais, moi, j'étais très satisfaite de ce que je vivais. Je veux dire, 2020, ça faisait 5 ans que j'avais terminé ma formation professionnelle. Puis la journée où, moi, on m'a dit « rentre à la maison, il n'y aura plus de spectacle », c'était le jeudi 12 mars. Oui, là, on arrive au... Donc, c'est les 6 mois... On parlait des 6 mois qui ont précédé, puis là, on arrive au 12 mars. Oui. On parlait des 6 mois qui ont précédé. Donc, en fait, le 12 mars, j'étais en spectacle pour le théâtre Advienne que pourra. On allait jouer le Tour du monde en 80 jours à Terrebonne. Et ça faisait 6 mois qu'on avait commencé la tournée. C'est ça. L'été précédent, D'accord. On avait fait une tournée dans la Naudière avec la roulotte de Paul Buissonneau. Et le spectacle continuait de se vendre. Et le 12 mars, on avait 2 représentations. Une le matin, une l'après-midi. Une à 10h30 le matin et une à genre 14h l'après-midi. Et j'avais passé une grosse audition de fiction pour une série. Au début de la semaine, j'avais eu la deuxième audition. Mon callback était à midi ce jour-là. Et c'était entre les 2 shows. Donc, j'ai eu à louer une voiture, monter à Terrebonne, faire mon premier show. C'est toute une gestion, là. Reviens à Montréal, passe l'audition et sur la route de retour, je reçois un message sur Messenger. Je le voyais parce que j'utilisais le GPS sur l'auto. Je ne texte pas en conduisant. Merci. C'est bien de le dire. Merci pour les auditeurs. Important. Et je vois la bulle popper de notre accompagnatrice, qui est aussi une des scénographes, finalement, Josée Fontaine-Ruby, qui me dit « Tu peux rester à Montréal, le deuxième spectacle est annulé. » Ouais, voyons, c'est une blague. De toute façon, j'ai des choses dans la loge, j'y vais. Et effectivement, c'était annulé pour l'après-midi. Oui, de toute façon, tous, quel que soit notre secteur, je pense que c'était une journée un petit peu particulière. On avait du mal à comprendre et à réaliser. Vous, Jean-François, vous étiez, si je me souviens bien, dans le montage d'un spectacle. Ben, en fait, oui. Ben, j'étais évidemment, comme toujours, sur plusieurs projets en simultané, puisque c'est un peu la particularité d'être comédien et d'être metteur en scène et d'être directeur artistique, c'est que j'amorçais le travail sur une mise en scène d'un projet sur lequel Lamia travaille justement, qui s'appelle l'Arche de Noémie. On venait de faire une résidence dans quelques semaines auparavant. On était en train de lancer la production sur ce spectacle-là, qui devait voir le jour à l'automne 2020. Et puis, je venais aussi tout juste de créer comme comédien un spectacle qui s'appelle Attention fragile, dont la première avait eu lieu en novembre, et on venait tout juste de faire une présentation à la Bourse Rideau, qui est comme le lieu où on vend grosso modo les spectacles un peu partout, et on avait eu comme un gros succès. On venait de se faire annoncer que Attention fragile, la saison prochaine, on avait une centaine de dates au calendrier. Fait qu'on attendait un gros projet. Fait que là, j'avais ces 2 grosses affaires-là. Puis, moi, c'est le 13 mars, en fait, que le glas est tombé, je dirais. Parce que j'étais au Centre des auteurs dramatiques, au CEAD. J'étais dans un atelier dramaturgique autour du travail, autour d'un texte. Et on a fait toute l'avant-midi notre atelier. Et comme à midi, c'est là qu'on est rentré à la maison, puis que ça a été c'est la dernière activité en présentiel que j'ai eue vendredi 13 mars. Vendredi 13 d'ailleurs, c'était comme symbolique. Oui, c'est vrai que c'était un vendredi 13. À partir de là, j'imagine, on commence à naviguer à vue, parce qu'on ne sait pas très bien ce qui va se passer. On n'a encore aucune idée qu'on est parti pour des mois et des mois et des mois.
les premiers temps de l'arrêt de tout ce qui est production, projet, ça s'est passé comment pour vous, Lamia? Les 2 premières semaines, je vais oser dire, comme beaucoup de gens, je me suis dit, tiens, j'ai du temps. Nice. Mais j'étais quand même triste de... Tu sais, on avait encore... la semaine suivante était remplie de shows. On avait 6 shows la semaine d'après aussi. Donc, il y avait ce petit deuil de spectacle à faire. Mais 2 semaines, les 2 premières étaient très agréables. Et quand tout commençait à s'étirer, je pense que j'étais dans le déni au début. Je comprenais pas trop ce que ça représentait vraiment de se faire dire que t'es pas quelqu'un de... Je vais reprendre ce maudit mot essentiel. Ouais. Au lieu de le prendre, d'avoir du recul, puis de le voir objectivement, ça a été très insidieux comme sensation. Et jusqu'à au moins mai, là, je suis rentrée dans une dépression... très insidieuse, sans la voir venir, sans savoir que c'était ça. À pas savoir d'abord qu'est-ce que je fais de mon temps libre quand j'ai déjà écrit ce que j'avais à écrire dans ma journée, quand j'ai déjà lu ce que j'avais à lire dans ma journée. Et puis là, je vivais le sevrage du public. Et je ne savais pas que c'était ça, jusqu'à ce que je vois la publication d'une clown, en fait, Léa. Oui. C'est elle qui a parti le Festival Phare. Et elle avait publié, avec son nez de clown en sevrage du public, et je me suis mise à pleurer. Ça vous a touché, et ça vous a parlé directement. j'ai réalisé que j'étais en sevrage du public. Oui, c'est ça. Elle avait mis des mots sur ce que je vivais à ce moment-là. Voilà. D'accord, comme quoi on peut avoir ce petit côté de déni, on se rendait pas trop compte, puis parce qu'on pense souvent au côté matériel, le fait d'arrêter de travailler, mais on pense rarement aussi à ce que nous apporte notre profession. Oui, on aime notre métier. Oui, c'est pas l'argent qui me manquait, c'était de parler aux gens. La motivation, j'imagine, est justement très différente, et le fait d'être coupé de tout ça au lendemain, on va dire pour monsieur et madame tout le monde, les personnes lambda, déjà simplement d'être coupé des amis, ça a été quelque chose de difficile. Donc là, d'être coupé de la dynamique du public, il y avait comme un sevrage. Vous, Jean-François, ça s'est passé comment? Moi, je dirais que ça s'est passé quand même assez différemment parce que comme j'ai amorcé dans l'année précédant la pandémie, j'ai amorcé la transition pour reprendre justement la direction artistique de l'Arrière-Scène, qui est un centre dramatique pour la jeunesse à Montérégie. Et je travaillais en fait en collaboration avec le fondateur et le directeur artistique, Serge Marois, et disons que ça a accéléré beaucoup le processus de cette transition-là, qu'une transition qu'on voyait sur 2-3 années. Et là, on était dans notre première année, et tout d'un coup, ce passage-là vers le télétravail, moi, je commençais justement à avoir les responsabilités de gérer une équipe, de gérer la programmation d'une saison, à gérer l'accueil du public au théâtre, etc. Et donc, du jour au lendemain, il y a eu comme une espèce de rush d'adrénaline, disons, de mettre en place, de coordonner, de penser à la logistique. Et je dirais que aussi le milieu du théâtre jeune public, c'est quand même un milieu qui est assez tissé serré, qui est pas... il y a pas énormément de compagnies, il n'y a pas énormément d'intervenants, et il y a beaucoup de collégialité. C'est un milieu où tout le monde se connaît, en fait. C'est un milieu où tout le monde se connaît, puis dès les premières semaines, en fait, c'est drôle que tu parles de ta tournée que tu faisais à Laval, Lamia, parce que ça a sclérosé quand même beaucoup de compagnies qui étaient en tournée. Donc, on s'est mis à avoir des réunions hebdomadaires sur Zoom, une cinquantaine de metteurs en scène, directeurs artistiques, directeurs administratifs, pour réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait compenser nos équipes, comment est-ce qu'on pouvait faire valoir nos droits au niveau contractuel, mais même au niveau diffuseur, comment est-ce qu'on pouvait invoquer ou non la clause de force majeure, etc. Et donc, il s'est formé rapidement plusieurs comités, plusieurs sous-comités au Conseil québécois du théâtre, au Théâtre Uni Enfance-Jeunesse, etc., etc. À l'UDA, il y avait aussi évidemment beaucoup de mobilisation, et je me suis retrouvé à être extrêmement actif à tous les jours. J'avais des réunions, 2-3 réunions, mais en même temps, c'était particulier, c'était assez... je veux dire, pesant, c'est-à-dire que c'était quand même assez lourd parce qu'on naviguait à vue. C'était pas des réunions de création, c'était des réunions de réorganisation, trouver des solutions, puis en même temps, on savait pas trop où on allait. Et interpréter souvent aussi les décrets ministériels, essayer de comprendre ce qui avait été dit dans le... tu sais, on écoutait un peu comme tout le monde la messe du midi, là, comme on disait. Et après ça, à 13h, ben, tout le monde se réunissait... mettons, c'était à 13h, on se réunissait tous à 14h, puis là, ben, on passait l'après-midi à déchiffrer, à comprendre. Ben là, est-ce qu'on va être compensé? Est-ce qu'on peut ouvrir?
ben là, là, c'est ouvert, on peut être à 2 mètres, non, à 1 mètre, à 1,5 mètre, il va y avoir un... Et évidemment, ça a été long avant aussi que la ministre de la Culture s'exprime. Donc, il y a eu beaucoup de spéculations. Ou nos agents au Conseil des arts qui nous disaient « Ah, attendez, il va y avoir des annonces. Ah, ben les annonces devraient couvrir les contrats ou devraient peut-être couvrir un pourcentage des contrats. » Mais c'était beaucoup de peut-être. Puis, effectivement, quand il y a eu les premières annonces, et là, on a demandé... de se réinventer. De vous réinventer ce qui a été pris par tous les intervenants avec qui j'en ai discuté, qui a été pris comme une claque dans la figure. C'est ça notre métier, de se réinventer tout le temps, de base. De base. Et en plus, le problème de se réinventer, comme on en avait déjà discuté, c'est pas tous les artistes qui peuvent se réinventer. Un artiste visuel, numérique, lui, aura probablement plus d'accès, mais le théâtre, à part faire des lectures, je veux dire, sur le web, à part, c'était quoi les débouchés pour se réinventer? C'est-à-dire qu'il y a déjà un clivage qui s'effectuait, en fait, depuis plusieurs années. C'est-à-dire que le virage vers le numérique avec un grand N ou l'art, c'est déjà de confondre le numérique avec l'art numérique, parce que l'art numérique, c'est un art en soi. La télé, le cinéma, le théâtre, c'est des médiums qui sont différents. On peut intégrer de la projection vidéo dans une pièce de théâtre, mais c'est pas comme être chez soi puis se filmer et devenir un influenceur, par exemple. Il y a quand même beaucoup de nuances avec ce mot-là du numérique. Puis je pense qu'entre une certaine génération de créateurs qui ont créé la culture québécoise, parce que la culture québécoise au théâtre en jeune public, par exemple, elle est très, très jeune. Donc, les créateurs, ceux qui ont été les premiers à fouler le théâtre pour le jeune public, sont encore actifs. Et je pense qu'ils se sentaient déjà un petit peu mis de côté, balayés, oubliés et un peu à avoir de la difficulté à réinventer leur médium, disons, devant des agendas politiques, on va dire, culturels, qui mettent de l'avant beaucoup le numérique. Fait que c'est comme si ça accentuait beaucoup ça, puis et c'est comme si c'était une évidence de dire de toute façon on avait déjà mis beaucoup d'argent dans le numérique, fait que poursuivez là-dedans, c'est super. Puis je pense mais sans connaître la réalité en fait de vos métiers. Lamien, on discutait à l'instant avec Jean-François justement de ce concept de se réinventer. Pour lui, en tant que directeur de théâtre et avec tous ces projets. Pour toi, ça a été comment? Tu nous disais que tu as été en dépression. À un moment, je pense me souvenir que les théâtres, il y a eu une toute petite activité à l'été 2020, ça réouvrait légèrement. Est-ce que tu as eu l'opportunité de retourner en spectacle à ce moment-là? Non, l'été 2020, c'est vrai, il rouvrait à l'extérieur. Puis non, j'étais pas dans des projets de théâtre déambulatoire ou quoi que ce soit. D'ailleurs, l'herbe a été coupée assez vite sous les pieds. Non, moi, j'ai été rappelée par un job que j'avais à temps partiel et qui m'a demandé, étant dans la merde et ayant reçu les subventions salariales du gouvernement, si je pouvais rentrer à temps plein. La job d'assistante chiropracticienne. Donc là, on est dans un autre domaine. Là, on parle pour toi de devoir assurer tes revenus. Ça a été ma façon de me revirer sur un me revirer sur un dizaine. Puis je dis ça, on m'a proposé le job à temps plein à partir de juin 2020. Et il me restait, on calculait la PCU à ce moment-là, il me restait 2 demandes. Puis je me disais, mais... Ça va durer combien de temps aussi, ouais? Exactement. Est-ce que je peux pas prioriser ça? Oui, c'est pas viable. C'est une aide, mais c'est pas non plus une finalité en soi. Mais ce n'est pas, non, c'est pas. Mais la question s'est posée, puis je me suis dit, oh mon Dieu, non, je peux pas passer un autre mois à la maison. Puis je faisais 300. J'ai demandé combien je fais à temps plein. Elle m'a dit, je vais accoter la PCU. D'accord. Finalement, je faisais un 300 de moins, mais j'étais beaucoup plus heureuse de voir des gens. Une activité, une vie sociale. Oui, et de se sentir utile. Il y a ça aussi qui est rentré dedans. C'était le point de ma dépression. C'est venu de me faire en partie. dire, hey, t'es pas nécessaire à la société, alors que le propre de l'artiste, c'est de vouloir aider à sa manière. En tout cas, entre autres. Donc, moi, en clinique, je me sentais très utile. Mais d'un côté, c'était quand même une fatalité parce que je me disais, ça va être quoi la suite? Est-ce que je vais finir ici? Oui, c'est vrai que les artistes, mais là on parle des interprètes, mais tous les artistes, on parle des concepteurs, etc., c'est des métiers qui ne se font qu'en présence. Je veux dire, ce qui nourrit l'acte créateur de gens en théâtre, c'est de se rencontrer, de faire des réunions en présentiel, de voir le public, de répéter, de se casser la tête. Parler aux gens. Parler aux gens. Fait que tout d'un coup, quand on se retrouve
coupé de parler avec les autres. C'est ça la nourriture d'un artiste de théâtre. C'est l'essence même, en fait, de votre métier, de ce que vous faites, exact. Qui disparaît. Moi, ce que je trouvais intéressant, d'un côté, Jean-François, tu parlais de naviguer à vue, on parlait d'aide, mais c'est quoi qu'est-ce qui allait réellement arriver? Lamien, tu sentais que ta profession était dévalorisée. La première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'avais d'ailleurs dit, tu te sentais, c'est comme si on te balançait la figure, tu n'es qu'un troubadour, débrouille-toi. Ouais. Donc, ça, parce que j'imagine, effectivement, il y a la difficulté financière, artistique, tu parlais de sevrage, de ton métier. Est-ce que vous vous êtes senti, à ce moment-là, soutenu? Est-ce que vous vous êtes senti que... parce que, on va dire... Le Québec, c'est un petit endroit. La culture, c'est pas forcément un endroit où elle a ses plus grands débouchés. À ce moment-là, vous vous êtes senti comment? Je me suis sentie, disons, j'ai senti qu'on m'a donné un ananas pour que je ferme ma gueule. D'accord. En gros. Non, mais ouais, c'est parfait, c'est direct, c'est très bien. Ben, c'est ça, straight to the point. Puis j'ai senti à un moment où j'avais envie de chialer que c'était pas ma place de chialer parce qu'effectivement, au début, surtout, j'avais la conscience, la réalité des autres, des familles, ceux qui travaillent en télétravail, qui ont en plus des enfants qui font l'école en télétravail. Donc, au début, je me taisais moi-même. Puis quand j'ai compris que le gouvernement allait étirer ça encore plus longtemps pour notre communauté, la communauté artistique, puis que même les solutions n'étaient pas de vraies solutions, là, ça devenait insultant. Bien, je dirais, mettons, moi, je dirais que ça m'a... Je comprends ce que tu veux dire, mais mon sentiment que j'avais, moi, devant ça, c'était beaucoup de confirmer, en fait, quelque chose qu'on savait déjà, c'est-à-dire que nos dirigeants comprennent pas du tout c'est quoi la culture des arts vivants, faut dire. Parce que je les sentais, tu sais, pas mal intentionnés dans ces annonces-là, que je trouvais somme toute généreuses, tu sais, par bout, mais je les sentais complètement désemparés à ne pas comprendre, à pas comprendre la réalité d'un travailleur autonome, déjà, et pas nécessairement comprendre la différence entre un plateau de tournage pour une quotidienne télé, mettons District 31, et quelqu'un qui vit bien d'être interprète sur un spectacle de tournée depuis une dizaine d'années, par exemple. C'est pas, je veux dire, les deux, c'est de l'art, les deux, c'est de la culture, et les deux ont juste des particularités qui sont tellement différentes. C'est peut-être moins visible, assurément, le théâtre, mais... C'est intéressant ce que vous me dites, Jean-François, parce qu'un des autres invités de cette balado, quand on s'est rencontrés, justement, lui m'expliquait qu'il avait l'impression que pour ce gouvernement, sans mauvaise intention, mais que la culture s'arrêtait à la télévision. Ah, mais je pense pas que c'est ce gouvernement. Je crois que c'est une grande majorité des Québécois. Je pense que c'est les électeurs de ce gouvernement-là aussi qui sont majoritaires et qui n'ont pas nécessairement accès à du théâtre. Et moi, c'est un peu mon cheval de bataille. Je travaille en jeune public, donc le but, c'est de faire de l'éducation dès le primaire, dès le secondaire, puis habituer le palais, le regard, le corps à être dans une salle de spectacle et à activer, mettons, ce regard critique-là sur une œuvre théâtrale. Moi, dans tout mon parcours, le primaire, secondaire, même cégep, j'en ai pas vu du théâtre. Et je pense qu'il y a eu des grandes échappées dans les 20-30 dernières années sur l'accès à la culture pour les jeunes. Et là, on arrive fast-forward au présent, puis ben, nos adultes, ils consomment pas du théâtre parce qu'ils ont une impression que c'est un art érudit, un art hermétique, alors qu'il n'en est rien. Et la plupart du temps, je vais parler même à des collègues de travail, comme à mon centre culturel, par exemple, ils vont dire « Ah oui, mais vous, ce que vous faites, c'est niché. » Je veux dire, mais c'est quand la dernière fois vous avez mis les pieds dans une salle de spectacle puis écouté un spectacle, tu sais? En fait, le confinement, la pandémie n'a fait confirmer ou exacerber certaines choses dont vous aviez l'impression, Absolument. dont vous avez... en ordre chronologique, on arrive maintenant à cette année. On a discuté un petit peu de la façon dont vous avez vécu ça, mais il y a quand même, je pense, des choses positives qui sont reparties. On va pas dire là dans cette balado que la culture s'est arrêtée, il y a plus personne qui travaille, il y a plus rien, non. Donc Lamien, cette année 2021, on a peut-être
une nouvelle 4e vague, tout ça, on va essayer de rester positif avec tout ça. Donc, finalement, vos activités professionnelles sont reparties, oui, c'est vrai que je l'ai quand même vécu la première année de pandémie en trois volets, puis après 3 mois à temps plein en clinique. Il y a les auditions qui continuaient de rentrer aussi, faut dire, à travers tout ça. Là, tout n'est pas tout blanc, tout noir. Là. Mm-hmm. Mais j'avais décroché une publicité assez payante à la fin du mois de septembre. Puis la job que j'avais à temps plein ne pouvait plus me garder à temps plein parce qu'il y avait une ancienne qui revenait. Donc c'est arrivé en fait... à ce moment-là... Et puis, la PCU, il faut que j'en parle, la PCU, ça compte là-dedans. Ça a été étiré de 6 semaines à ce moment-là. Et puis, ma job voulait me garder une journée semaine. Donc, il fallait que je calcule tout ça. Je peux-tu garder une journée semaine ou je me tire une balle dans le pied? Ouais. Parce que s'il y a de l'argent qui rentre, je peux pas être supportée de l'autre côté. Ouais. Et puis, j'ai continué à travailler un petit peu en automne. Là. Après ça, en octobre, on a commencé avec Jean-François à temps plein sur l'Arche de Noémie. Octobre-novembre, j'avais pris tous mes congés. Puis, ça n'a pas arrêté. J'étais à temps plein avec l'Arche de Noémie. Après ça, les tournages rentraient à travers ça. Je suis pas retournée à la clinique et depuis, je n'ai pas repris de job. Et je ne compte pas revivre la pandémie comme je l'ai vécue au début. Je vous le souhaite en tout cas. Tout est beau à suivre, lentement mais sûrement. Et les perspectives d'avenir pour ta profession de comédienne? Je suis très, très choyée en ce moment. Moi, j'ai pas à me plaindre. J'ai des belles résidences de création tout le mois d'août. J'ai d'autres shows qui m'attendent en automne. À suivre, bien sûr. On ne sait pas ce qui nous attend avec le Delta. Mais, puis j'ai des beaux projets, c'est ça en stand-by. Puis sinon, je vais me revirer de bord. Jean-François, pour conclure, je voudrais avoir aussi ton avis sur tes projets, puis comment tu vois les perspectives pour toi? C'est-à-dire que ce que ça m'a forcé de faire en arrivant à la tête du théâtre pendant cette pandémie-là, c'était justement de réfléchir à ne pas réinventer, mais à changer mon point de vue sur la fragilité de cet art-là que j'ai besoin de rendre disponible au public. Fait que pendant l'année de pandémie, j'ai quand même mis en place plusieurs projets qui, je l'espère, vont survivre en fait à la pandémie, à la 4e, 5e, 8e vague et qui, quand on va redevenir, mettons, dans un rapport très régulier et normal, que les projets qu'on aura mis en place vont quand même pouvoir continuer d'exister. C'est-à-dire que je pense à des projets qui sont virtuels, des lectures virtuelles, des lectures en théâtre audio. On a développé quand même des projets de spectacle qu'on n'aurait jamais développés, qui se passent dans les cours d'école, directement dans les classes. À mon avis, c'est des choses qui ne viennent pas remplacer la sortie théâtrale, mais qui viennent en complément. Fait que il y a des aides, il y a des types de projets qui ont été mis de l'avant pendant la pandémie, que je crois que c'est pour le mieux, en fait, qu'on ait un petit peu eu le temps de réfléchir, de prendre ces fonds-là qui ont été affectés et développer des projets qui seront pérennes, en fait, même dès la saison prochaine et je l'espère pour plusieurs années. Fait que j'ai quand même un petit peu cette perspective-là j'ai planché très, très fort avec mes équipes pour penser des projets qui vont peut-être amener plus loin la pratique du théâtre. Et même le fait qu'en ce moment, les théâtres soient réouverts, mais on va dire en nombre de places restreintes, ça n'impacte pas pour vous. Ça a impacté énormément. Je me doute, oui. J'ose imaginer que la rentrée, on va redevenir dans des jauges régulières. Mais ce qui est particulier aussi, c'est régénérer l'envie de sortir au public, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu peur de se retrouver en présence d'autres personnes. Il y a quand même un message de oui, on peut commencer à sortir, mais il faut quand même faire attention. Fait que c'est sûr que la mise en vente des billets, est-ce que le public va être au rendez-vous? S'il est au rendez-vous, est-ce qu'il va avoir le droit de venir? Il y a quand même... C'est un peu la grande inconnue. C'est la grande inconnue. Puis c'est vrai que tout au long de la pandémie, puis même là, on sent qu'à toutes les semaines, à toutes les 2 semaines, les règles du jeu changent un petit peu et on essaie d'anticiper avec toutes sortes de scénarisations. Donc, on a 8 versions de comment va se passer la rentrée et il y en a une qui est très, très positive, puis il y en a une qui est très, très négative. Puis il faut s'arranger pour travailler toujours avec la plus négative pour être sûr que financièrement, on est viable puis qu'on puisse rémunérer nos équipes.
Lamia, Jean-François, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette balado. Je vous remercie beaucoup pour ce propos qui a été vraiment très intéressant et j'espère que les auditeurs auront autant de plaisir que moi à vous écouter que j'ai eu à vous interviewer. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi. On a hâte de vous revoir. Oui, merci. Isabelle Gagné et Sven sont des artistes visuels numériques qui ont vécu leur lot d'incertitudes, mais aussi des petites joies, des grands bonheurs pendant cette grande pause du monde des arts. Durant cette deuxième entrevue, je vais m'entretenir avec eux du manque de compréhension de ce qu'est la culture de la part de nos gouvernants et de leur tranche de vie durant cette pause forcée. Elle nous parlera de la précarité du statut d'artiste et de l'importance d'un revenu minimum garanti qui a pris tout son sens en temps de confinement, de son overdose du numérique devenu omniprésent dans sa vie et de son besoin de déconnexion. Il nous expliquera, comme il aime à dire, comment la pandémie a plutôt été une vague sur laquelle il a surfé, avec tout le contraire d'une mise en pause, et qu'un artiste, justement, ça se réinvente par essence, encore plus dans le monde de l'après. Isabelle Gagné, Sven, bienvenue à la balado de François Liovici pour la balado de Fred Savard. J'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui en tant qu'artiste visuel. Vous allez nous raconter un petit peu votre aventure justement pendant le confinement, ce que vous avez vécu, comment ont évolué vos projets, est-ce que vous avez changé votre vision des choses en tant qu'artiste. Isabelle Gagné, vous êtes artiste visuel, diplômée en art. Vous vous définissez comme ayant une pratique hybride entre le numérique, la photographie et la littérature. Vous êtes également vice-présidente de Culture Laurentide avec de nombreux projets à votre actif, expositions, installations, dispositifs interactifs. Vous vous êtes d'ailleurs fait connaître sous le pseudo d'artiste de Miss Pixel au début de votre pratique en 2009 et on y reviendra ensuite parce qu'il y a un lien avec Sven que je vais présenter. Sven, vous êtes artiste multimédia, diplômé d'études supérieures en cinéma. Vous portez, comme vous aimez à le dire, un intérêt particulier à l'empreinte visuelle laissée sur notre mémoire collective. Vous vous considérez comme un initiateur d'événements dans l'espace public et numérique. Pour vous, on peut dire que 2020 a été à contre-courant d'un monde comme figé avec le déploiement de votre premier projet solo. Dans votre carrière d'artiste, plongeons, d'ailleurs appuyé par une bourse du CALC, le Conseil des Arts et des Lettres du Québec. Votre point commun avec Isabelle Gagné, c'est que vous êtes tous les deux des membres fondateurs du mouvement Art Mobile en 2012. Je vous laisserai d'ailleurs un petit peu nous expliquer ce qu'est ce mouvement. Je vais vous laisser vous présenter un petit peu, qu'on puisse faire votre connaissance, savoir ce que vous faites en tant qu'artiste, que vous essayez d'exprimer. Isabelle, je vais vous laisser la parole en premier. Oui, ben moi, en fait, c'est ça. Je dis que j'ai une pratique hybride parce que je travaille des dispositifs numériques. Donc, généralement, c'est des œuvres qui sont déployées sur le web ou en centre d'artistes avec soit des dispositifs ou des œuvres qui sont imprimées sur les murs de manière plus traditionnelle. Je travaille aussi beaucoup avec la poésie, ce que j'aime beaucoup. Je suis très présente sur Twitter, donc j'ai des bots qui fonctionnent actuellement depuis 1 an ou 2 ans de manière autonome, qui sont sur Twitter, qui sont en train de créer de l'art pendant que je parle actuellement. Et puis, ben c'est ça, généralement, je suis aussi très impliquée au niveau régional, au niveau du statut de l'artiste et puis du comment ça se passe au quotidien en région comparativement au grand centre. Vous vivez d'ailleurs dans les Laurentides à Mirabel. Tout à fait. Et vous, Sven, vous définiriez comment en tant qu'artiste et votre pratique ? En fait, je suis arrivé assez tardivement en art visuel parce qu'avant, dans mes jeunes années, je faisais de la musique, j'ai fait un peu de théâtre, donc j'étais plus dans les arts vivants. Mais après, c'est ça, quand j'ai fait ma formation cinéma en 2003, au début des années 2000, là, j'ai commencé vraiment à m'orienter. Je faisais du montage, des effets spéciaux, mais j'étais travailleur autonome, donc je commençais aussi à bidouiller avec un peu de programmation web, l'image fixe, un peu de graphisme, je picorais un peu plein de choses comme ça. Et puis c'était le début de ce qu'on appelait vraiment le multimédia, quoi. On voyait vraiment différentes plateformes se développer, etc. Mais c'est surtout quand je suis arrivé à Montréal en 2007, quand je me suis installé ici, là j'ai commencé à faire la tournée des galeries, des centres d'art. J'avais comme accumulé un certain nombre de brouillons, de choses sur l'image, sur la pixelisation, le glitch art, des choses comme ça. Mais bon, c'était vraiment un peu éparpillé. C'était pas encore très sérieux à ce moment-là. J'avais pas de démarche vraiment. Mais vraiment,
commençais à me dire j'ai envie de me lancer là-dedans. Et le meilleur moyen, c'était de voir qu'est-ce qui se faisait ici, les artistes ici, comment ça fonctionnait. Et c'est là d'ailleurs que j'ai rencontré Isabelle, je crois 2011-2012. Elle faisait une expo avec le collectif qui à l'époque s'appelait iPhonéographie Montréal, avec Eric Beck. C'était au Belgo à Montréal, et j'ai halluciné, quoi. C'était juste une évidence pour moi, parce que moi aussi je commençais Mais exactement, je commençais déjà aussi à travailler avec mon iPhone, et je travaillais à la fois sur des grosses plateformes du type Photoshop, After Effects, donc qui sont les gros trucs, et en même temps je bidouillais avec des applications, les premières applications qu'il y avait sur iPhone, et le mélange entre la haute def et la basse définition, et j'ai exactement vu ça avec Isabelle. Donc là je les ai approchés direct, genre c'est super ce que vous faites, et je voyais à la fois, ils ne sont pas découverts artistes parce que tout d'un coup on pouvait faire quelques trucs avec un téléphone, quoi. Il y avait un bagage derrière de photographie, d'infographie, et pour moi, c'était la même chose. Je venais du montage vidéo et des effets spéciaux, mais tout d'un coup, je pouvais aussi bidouiller avec un appareil comme ça. Voilà, un outil de création novateur. Puis création et diffusion aussi. C'est ça qui était hallucinant. C'était la force de frappe d'être capable de monter comme sa galerie privée en ligne et de montrer aux gens ce qu'on faisait sans forcément tout de suite être présenté dans des galeries en vrai. Donc voilà. Et puis le iPhonographie Montréal est devenu mouvement Art Mobile parce qu'on trouvait ça plus inclusif. Il faut se remettre dans le contexte début des années 2010. Les Android arrivent sur le marché, donc iPhone n'est plus tout seul. Et puis Art Mobile, c'était surtout, on a arrêté de parler seulement de photographie, mais il y avait de la vidéo qui commençait, des recherches sonores, de la poésie, notamment la twittérature, des choses comme ça. Donc on trouvait que le terme Art Mobile, déjà on se dégageait de la marque et du modèle, mais aussi on incluait plusieurs pratiques, et on a rencontré des artistes, on a fait le tri sur les plateformes, les différentes communautés qu'il y avait. On a été un peu, comment on appelle ça, curateur. Et on a travaillé toutes ces années-là à divers projets. Et finalement, j'ai fait mon premier solo au moment où le monde s'arrête. C'est ce que je voulais justement vous demander, parce que c'est vraiment très singulier, votre parcours. On arrive donc en 2020. C'est votre premier projet, premier grand projet. Puis, comment ça s'est passé au moment du confinement, au début ? C'est hallucinant. Bon, j'avais présenté donc c'est un projet de réalité augmentée, et j'avais présenté un prototype en 2019. D'ailleurs, déjà, j'étais tight dans le temps parce que j'ai présenté le prototype en juin 2019, et ma fille est née le 30 juin 2019, donc c'était vraiment le moment ou jamais de présenter un prototype. Tout se passe en même temps, oui. Puis après on se retrouve en 2020. Là, entre-temps, je fais une demande de bourse. J'ai fait un bootcamp multiplateforme, donc une formation intensive chez Topo, qui est un centre de création numérique à Montréal. Donc bon, mon projet commence à s'enligner tranquillement pour se déployer en 2020. Le 12 mars, je visite un atelier parce que là, je sens que ça va être très difficile de travailler à la maison avec ma fille et tout ça. Donc il me faut un lieu pour rentrer dans ma bulle, en espérant avoir ma bourse. Et on parlait même pas encore de confinement. Non, c'était dans l'air, mais bon. Puis j'ai aussi un grand garçon à ce moment-là qui avait 11 ans, qui finissait son primaire. Donc bon. Et le 13 mars, boum, tout s'arrête. Donc là, atelier ou espace de coworking, c'est mort. Mon grand garçon qui va plus à l'école, ok, donc là, il faut s'occuper un petit peu de lui. Donc c'est un petit peu tendu, mais j'ai eu de la chance parce que j'ai une maman qui vit en Europe, mais qui a aussi un appartement ici parce qu'elle vient quasiment à moitié de l'année. Et j'ai réquisitionné son petit appartement comme atelier pour pouvoir aller. Parce qu'elle pouvait pas venir, évidemment. Alors ça m'a quand même permis de commencer à travailler, et genre 15 jours après, j'ai reçu ma bourse. Donc j'ai reçu une tape dans le dos, genre ok, go, vas-y. Donc pour vous, c'est quand même un aspect positif, puis je voudrais y revenir. Pour vous, Isabelle, les 6 mois avant la date fatidique du 13 mars, est-ce que vous étiez sur un projet en particulier, ou est-ce que vous en étiez dans votre carrière, votre carrière d'artiste ? J'étais sur un projet qui se nomme CYMX, qui était en fait, c'est un projet qui est encore en développement, qui est sur l'expropriation des terres à Mirabel pour la construction de l'aéroport, qui est aujourd'hui fermé, qui est réouvert, mais qui est utilisé pour le cargo, en fait. Et puis, j'étais aussi sur le projet Tracé de voyage avec Hugo Monticone, qui est un livre en réalité augmentée.
qui lui a été lancé au mois d'octobre 2020. Donc, quand le 13 mars est arrivé, moi, je devais en fait déployer mon projet CYMX à la fin mars parce que ça concordait avec les 50 ans de l'expropriation des terres de Mirabel. Puis moi, ça m'a complètement gelé dans ce projet-là. Donc, il n'est pas encore, déployé, je dirais, mais ça s'en vient. Ça va se faire probablement en 2022. Et puis, parallèlement à ça, je dirais que Tracé de voyage, lui, par contre, c'est passé comme dans la normalité, là. D'accord. Si Sven nous a décrit le début, on va dire, le début de la pandémie, le début du confinement comme étant pour lui un moment, on va dire, très positif, le déploiement de son projet, une bourse du calque. Pour vous, il y a eu un arrêt, ça s'est passé comment ensuite? Est-ce que vous avez continué à pratiquer? Est-ce que les projets ont été en suspens? J'ai eu des projets qui ont été suspendus, retardés ou complètement arrêtés. Moi, j'ai vécu ce que peut-être d'autres artistes en art numérique ou tout ce qui touche au numérique ont vécu, c'est que j'ai eu vraiment une overdose du numérique parce que, bon, parallèlement à ma pratique en art, je travaille. Donc, j'étais encore convoquée donc, dans un univers numérique dans le cadre du travail, comme tout le monde. Et puis, donc, après le travail, s'il fallait que je me mette, par exemple, dans un mood de ma pratique, c'était encore dans le numérique. Donc, c'était... ça, j'ai trouvé ça plutôt difficile en fait, d'être confiné. Comme une absence de déconnexion? Exactement, c'est ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est contrairement à plusieurs qui se sont tournés vers le numérique, je me suis retournée vers les arts qui sont plus traditionnels. Donc, je me suis mis à faire du ciment, de la peinture. J'ai joué dans la boîte, en fait, plus que je faisais d'habitude. Donc, ça a été pour moi une façon, en fait, de vivre ce premier confinement-là. Et vous parlez de votre pratique, mais si certains projets, comme votre projet sur CYMX. En fait, c'est le nom de code de l'aéroport de Mirabel. Oui, ça, c'est ce que vous m'avez expliqué. D'ailleurs, ce dont vous m'avez parlé, c'est un très beau travail sur la mémoire de l'expropriation de cette région, d'ailleurs. Oui, tout à fait. En fait, ce qui arrive, c'est que ça fait 50 ans que les gens ont été expropriés de leurs terres. Et puis, on ne trouve pas grand-chose sur le web qui parle de ça parce que longtemps, ça a été une honte. En fait, même dans ma propre ville, à Mirabel, il n'y a rien qui parle de ça. Donc, le politique en place étouffait l'affaire, en fait, parce que des gens qui ont été extrêmement... ils ont vécu des grandes douleurs. Il y a des maisons qui ont été brûlées, des gens qui avaient des terres qui appartenaient à leurs arrière-grands-parents qui ont été obligés de s'en départir pour... quand on retourne notre regard là-dessus aujourd'hui pour un aéroport qui est fantôme, en fait, aujourd'hui, qui sert simplement au cargo. Donc, le cœur de ce projet-là, c'était un peu de remettre justement toute cette mémoire-là sur le web, donc de faire un travail de mémoire. Vraiment intéressant. Pour vous, pour rebondir, Sven, sur ce que vous disiez tantôt, vous parlez du début de la pandémie. Isabelle me parlait d'un besoin de déconnexion. En plus de votre bourse, on va dire du déploiement de votre projet, comment vous l'avez vécu? Au début, c'était quand même spécial parce que ce côté contre-courant, c'est ça, c'est parce qu'on se sent un peu seul finalement. C'est génial, je reçois la bourse, mais bon, j'ai quand même j'ai la famille à gérer. Et puis c'est surtout qu'au début, on le sait pas quand est-ce que ça va redémarrer. On n'a aucune visibilité. Et puis on était en pleine incertitude. Le 13 mars, je me souviens, la météo, c'était apocalyptique. Il y avait du vent. Je devais amener mon fils à l'école. Finalement, je l'amène chez sa maman. Je me croyais à la fin de Terminator, quoi. C'était bon. Moi aussi, je travaille en parallèle en distribution numérique pour une boîte à Montréal, et donc je partage mon temps aussi entre ma pratique et le travail. Et ça, quand même, c'était particulier. Je pense que ce que je disais tantôt, j'ai vraiment eu de la chance parce que le fait d'avoir un lieu de travail différent de la maison. Parce que je pense qu'avec la famille, le travail à la maison, ça aurait été très compliqué d'être dans ma bulle. Je me considère vraiment chanceux d'avoir cette opportunité, d'avoir eu un lieu pour travailler, parce que vraiment,
au moins j'emmerdais personne m'emmerdait, puis je pouvais justement essayer de diviser mon cerveau entre ok, là j'ai un projet à faire, mais j'ai ma job qui continue, puis j'ai la famille à m'occuper, mais ça prend un certain temps, mais j'avais presque un peu j'osais pas trop le crier sur tous les toits que j'avais autant de chance que ça, mais ça a pris un petit peu de temps, puis c'est un peu particulier parce que aussi je savais que j'allais présenter mon projet, donc on est en mars-avril, et mon projet allait se présenter normalement à la rentrée chez Topo, mais là encore ça reste un point d'interrogation parce qu'à ce moment-là, au printemps, est-ce que ça va réouvrir, on ne sait pas, c'est ça, donc là est-ce que ça va être annulé, d'ailleurs je me souviens d'avoir appelé le calque en disant écoutez là, s'il y a une annulation, comment ça se passe, finalement le temps va passer et les choses vont mieux se dérouler que ça va, mais à ce moment-là il y a quand même un gros point d'interrogation et donc la motivation est quand même étrange. Est-ce que j'y vais pas, est-ce que je profite de cette opportunité ou j'attends, je pourrais rebondir là-dessus, Sven. En fait, ce qui est intéressant, c'est quand on a une première bourse puis un premier solo comme ça, souvent, moi et Sven, on travaille, on se considère aussi collègues de travail dans notre pratique en art. C'est-à-dire, si je fais un projet, souvent, je vais discuter avec Sven, on va se voir, on va montrer nos choses, c'est super important. Et puis là, lui, il vivait quelque chose d'extraordinaire que j'ai vécu en amont peut-être 4-5 ans auparavant, où tu as vraiment envie de dire comment, enfin, tu sais, j'ai quelque chose qui se passe, je suis reconnue professionnellement par mes pairs, ce qui est important. Puis lui, il vivait ça vraiment un peu tout seul. Ouais. C'était un peu triste. Ouais, tu sais, même j'avais fait un post Facebook genre hey, mais je pouvais pas faire hey champagne. Non, c'était pas alors je sais que la situation est délicate pour la plupart d'entre nous. Puis en plus, franchement, je pensais beaucoup au spectacle vivant, quoi. Je pensais à la musique, je pensais au théâtre, mais je veux dire au-delà des comédiens et des musiciens et des chanteurs, c'est effectivement tous les corps de métier techniques derrière, les régisseurs, pour avoir traîné un peu là-dedans quelques années. Et bien en plus, c'est sûr que quand on entendait dire mais réinventez-vous les artistes. Alors déjà, tu as envie de dire les artistes par essence, se réinventent, donc ta gueule. Et nous, travaillant dans le numérique, finalement, je veux dire, on était quand même très bien lotis et forcément, on pouvait très vite rebondir, réorienter nos projets. C'est justement ce que je voulais vous demander, parce que la première fois que je vous ai rencontrés tous les deux, vous considérez que d'être artiste numérique, c'était comme une forme d'avantage justement par rapport à d'autres milieux artistiques. Oui, en fait, c'est ça. Quand il y a eu l'appel aux artistes de se réinventer, moi, ça va, Sven, ça va. Je veux dire, on travaille dans le numérique, on est habitué de travailler avec des dispositifs, on connaît tout ça. Mais après ça, va voir un céramiste, dis-lui de se réinventer dans l'univers numérique. Il ne peut pas faire ça en 3-4 mois. Là. Ça se fait pas. Il est peut-être même pas il est peut-être mal équipé à la maison. C'est peut-être des gens qui n'ont même pas les ressources pour se réinventer numériquement. T'sais. Oui, puis nous, on a été chanceux à ce niveau-là, mais je veux dire, il y a un paquet d'artistes qui sont dans des arts plus traditionnels, les métiers d'art, sculpteur, peinture ou même certains arts vivants. Si c'est beau, tu sais, tu es dans les arts vivants, mais si tu n'as pas de caméra pour te diffuser, tu n'as pas un bon ordinateur pour te diffuser, tu n'as peut-être même pas Internet chez vous parce que le statut de l'artiste est super précaire. Les galeries étaient également fermées, donc même pas de possibilité d'exposer. Puis tout ça, c'est aussi, je trouve, en fait, ça résonne au niveau de toute la précarité du statut de l'artiste parce que le statut de l'artiste, la loi n'a pas été revisitée depuis 1985-86, puis ça devait se faire en 2020-2021. Il y a eu comme des mémoires qui ont été déposées, puis finalement, c'était une promesse du CAQ. Et puis, finalement, ça ne sera pas fait maintenant parce que je pense qu'il y avait trop de gestion au niveau de la pandémie. Mais d'un autre côté, je trouve que ça vient encore mettre plus de surligneurs fluo sur la précarité de l'artiste. Quand on dit aux artistes « réinventez-vous », il faut quand même leur donner des moyens pour se réinventer. Puis actuellement, la plupart des artistes n'en ont pas. Ils n'ont pas ces moyens-là. En effet, parce que dans d'autres entrevues, on parle de PCU, on parle on va dire de réorientation de carrière momentanée, complètement un autre domaine. Je pense que vous militez beaucoup pour justement un revenu minimum de l'artiste qui aurait été, je pense, très bienvenu en cette période de confinement, de non-possibilité de diffusion de son art. C'est sûr qu'il y a des artistes autour de moi qui, finalement, la PCU était comme un gain pour eux, en fait, comparativement à ce qu'ils avaient en temps normal. Donc, ça leur a permis de créer
sans le souci de savoir si le loyer était pour être payé, s'il était capable de pouvoir manger. Mais quand la PCU va disparaître, le statut de l'artiste va retomber précaire. T'sais. Mais c'est pas juste, à ce niveau-là, oui, c'est sûr que le revenu minimum garanti pourrait vraiment aider beaucoup d'artistes à créer avec beaucoup plus de confiance, puis beaucoup plus de stabilité. Tu sais, quand tout ça est bien géré autour de toi, quand tu sais que tu es logique, tu es nourri, bien, tout l'esprit créatif se développe avec beaucoup plus de facilité. Là, donc, Ce que je voulais vous demander, c'est, par exemple, Isabelle, vous nous avez parlé de votre projet sur l'aéroport de Mirabel et les expropriations qui est en suspens, que vous avez, vous voulez redéployer maintenant. Est-ce que vous pensez, pour vous, je vais vous poser la question à tous les deux, est-ce que cette année et demie de confinement, de pandémie, a changé votre vision des choses, pas personnellement, mais en tant qu'artiste? Est-ce qu'elle a changé votre vision de votre pratique? Je pense que ce que ça m'a apporté, c'est que je vais intégrer probablement un aspect plus traditionnel à ma pratique en art numérique, d'où en fait, ça va venir encore plus gonfler le mot hybride de ma pratique. Là. Donc, j'ai un projet qui va être exposé au mois de novembre en collaboration avec Ada X qui s'appelle Diagénèse, puis ça va intégrer des sculptures en béton, chose que j'aurais jamais fait s'il n'y avait pas eu la pandémie. Donc, ces sculptures-là vont probablement réagir de quelque façon avec un certain dispositif, mais c'est probablement quelque chose qui n'aurait pas existé si j'avais pas eu cette overdose de numérique. Donc, en fait, ça prend toujours un mal pour un bien. Peut-être, je sais pas. Tout est relatif, mais on pourrait dire ça comme ça. Vous, Sven, je pense, récemment, vous avez eu le vernissage d'une exposition en Gaspésie, donc 2021 démarre avec des nouveaux projets. Puis, j'aimerais aussi avoir votre avis, votre point de vue sur la suite des choses. Pour vous, comment vous voyez votre vision en tant qu'artiste ? Alors oui, en ce moment, alors donc pour revenir sur le fil un peu chronologique, donc finalement j'avance, je fais le projet, je le présente finalement chez Topo. Ça devait être présenté à la rentrée, ce qu'on appelle la rentrée de Gaspé, septembre 2020. Donc là, c'est le gros parti de toutes les galeries. Donc là, c'était genre waouh, il va y avoir du monde. Et puis Topo, c'est une vitrine. Enfin vraiment, c'était déjà, je me considérais déjà choyé d'avoir été sélectionné et à ce moment-là. Puis bon, bah là, aucune galerie ouvre. La vitrine a un statut particulier pour Topo. Les autres galeries devaient faire des vernissages sur invitation à 10-20 personnes. Moi, j'ai réussi à avoir 20-30 personnes. Et puis, l'expo est interrompue un mois après. Mais j'ai pu lancer mon projet. Donc ça, déjà, j'ai comme slalomé à travers j'ai comme surfé sur les vagues 1, 2, wouh. Après, coup de chance, j'enchaîne avec le centre d'exposition de Val-d'Or en Abitibi. Et à ce moment-là, Montréal est en rouge, mais là-bas, ils sont en jaune ou vert. Enfin, ça va, quoi. Oui, il y avait certains décalages, en voilà, effet. Donc, pareil, je peux lancer mon projet en région en novembre 2020. Et un mois après, ils vont aussi basculer en orange ou en rouge et l'exposition va être interrompue. Mais, verre à moitié plein, mon projet a été lancé. Verre à moitié vide, bon, je ne l'ai pas complété, c'est pas la fin du monde. Je veux dire, Oui, mais l'essentiel, c'est qu'il a été lancé. C'est ça. Puis, et en fait, surtout quand je l'ai présenté chez Topo, Claude Goulet, le directeur des rencontres de la Gaspésie, des rencontres internationales de la photographie en Gaspésie, a vu mon projet et j'ai pu lui présenter. Et il l'a sélectionné. Et aujourd'hui, il est présenté au musée de la Gaspésie à Gaspé. C'est juste hallucinant. Mais je veux juste rebondir là-dessus, Sven, parce que c'était super intéressant parce qu'on en a discuté l'autre fois. S'il n'y avait pas eu la pandémie, Claude Goulet aurait vu ton projet sans que tu lui expliques. Ouais. Tandis que là, les visites étaient obligées d'être commentées. J'organisais, à partir du moment où l'expo était interrompue, on a décidé avec Topo de garder l'expo dans la vitrine. Elle était quand même au moins visible, même si les gens ne pouvaient plus vraiment faire l'expérience en réalité augmentée avec leur appareil mobile. Mais alors je proposais, je faisais des invitations sur Facebook en disant si vous voulez venir voir mon expo, poquez-moi, puis on se retrouve là-bas et à 2 par 2, on peut rentrer dans la vitrine et on fait l'expérience en réalité augmentée. Donc c'est sûr que Claude serait certainement passé voir l'expo, mais pas forcément avec la petite plus-value de l'artiste qui lui explique. Donc finalement, c'est un parcours qui est plein de clins d'œil. On peut redire que ça comme ça. Ouais. Puis la chance m'a souri, donc c'est pour ça que je tiens l'humilité jusqu'au bout, parce que vraiment quand je dis que j'ai surfé sur les vagues, et après ça, même aujourd'hui, là, donc maintenant c'est présenté en Gaspésie, mais pour revenir sur
qu'est-ce que, en tant qu'artiste ou par rapport à sa pratique, qu'est-ce que ça a donné cette pandémie ou... Je le sais pas encore, mais par contre, il y a un écho étrange, juste pour parler brièvement de mon projet, c'est que mon projet qui s'appelle Plongeon, c'est un dispositif où en fait j'ai été récupérer énormément d'images d'archives libres de droit, qu'on trouve très facilement en quelques clics, sur les sites de la NASA, des archives de chaque pays, de beaucoup d'institutions. Et en fait, je détourais des personnages, par exemple un cosmonaute, des militaires en train de débarquer sur la plage de Normandie. Et là, je les accolais sur des grands fonds monochromes. Donc j'enlevais complètement le contexte, parce que justement, par rapport à la mémoire, les décennies passent, les générations passent, et on oublie un peu ce qui s'est passé. Ça a tendance à s'effacer. Et il y a même des glitches mémoriels, on pourrait dire. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a des trucs qui se mélangent, on ne sait plus trop... Ça pourrait faire le sujet d'ailleurs d'une autre balado. Ouais, c'est comme un fake news visuel. Mais juste pour revenir sur mon projet, c'était un peu le grand vide. Et là, c'est flippant ou apaisant. Hein, moi, je suis un fan de peinture monochrome. Je pense qu'il y en a qui détestent ça parce que je sais pas si ça les angoisse au plus profond ou quoi. Moi, ça m'apaise. Et ce projet-là porte ça. Et quand la pandémie est arrivée, c'était genre comme je trouvais que ça... Alors, je suis le seul à le savoir, hein, mais je trouvais que ça surrajoutait quelque chose par rapport aux œuvres que je présentais. Genre, effectivement, le monde s'arrête, il est figé. Et à chacun finalement de remplir le vide. La nature a horreur du vide, on a horreur du vide, et c'était finalement au-delà du dispositif de réalité augmentée, je voulais que les gens fassent leur propre projection mentale par rapport aux images que je leur montrais. Alors, en tant qu'artiste ou en tant que même citoyen, aujourd'hui, il faut se projeter avec ces nouvelles, ces pandémies, ces catastrophes naturelles. On le sent qu'il y a quelque chose qui va pas bien aller dans les décennies qui viennent. Je suis pas non, pas forcément. Je suis pas collapsologue, hein, mais il y a quand même. On peut avoir une certaine lucidité sur. Faire des monochromes noirs. Mais ça, je vous le concède, on peut avoir une certaine lucidité sur les choses. Isabelle, Sven, ça a été un plaisir de vous recevoir et de vous interviewer, et j'espère que nos auditeurs auront autant de plaisir que moi à avoir partagé votre témoignage. Merci beaucoup à vous deux. Super, merci. Merci. Dans cette troisième entrevue, Dany et Martin vont nous raconter comment, quand on est directeur de production et concepteur éclairagiste, que les arts vivants sont mis brutalement en pause pour une très longue durée, ça veut dire quoi se réinventer ? Martin profitera de ce moment pas banal dans nos vies pour partir notamment à la rencontre de ses pairs au travers de son excellente balado Lueur, leur donnant la parole sur leur réalité quotidienne durant le confinement sous la forme de dialogues informels. Quant à Dany, il nous expliquera comment cette pause imprévue lui a permis de repenser sa vie et sa carrière, d'engager une réflexion sur son rapport à son métier entre pause de projet, retour aux études et réflexion sur sa vie, autant professionnelle que personnelle. Dany Beaudoin, Martin Labrec, bienvenue dans la balado de François Liovici pour la balado de Fred Savard. Merci. Dany, j'ai le plaisir de vous recevoir. Avec Martin, vous avez plus de 35 ans de métier comme directeur de production. Vous vous définissez aussi comme un contremaître de projet. Vous êtes occasionnellement un gars de son, comme vous définissez, dans des projets avec Laurent Paquin. Vous avez vraiment aussi un parcours atypique, avec des débuts quand même à 12 ans, en tant que petite main dans une salle de spectacle dans les Maritimes. Vous êtes spécialisé aujourd'hui dans les événements long terme, dans la gestion de production. Et vous allez nous expliquer comment vous avez repensé votre métier, repris des études en lien avec ce que vous étiez en train de faire. Martin, quant à vous, vous êtes un concepteur d'éclairage, vous œuvrez principalement dans le monde du théâtre, vous aidez les metteurs en scène, vous essayez d'abord de comprendre ce qu'ils veulent pour le rendu de l'éclairage, pour leur spectacle, et vous essayez donc de restituer l'éclairage voulu. Vous avez commencé votre carrière à la télévision et vous avez aussi œuvré dans le monde de l'opéra, de la danse. On peut dire que vous êtes dans l'envers du décor depuis presque 30 ans, avec plus de 150 conceptions d'éclairage à votre actif, et surtout j'ai été très impressionné, j'ai lu que vous étiez un des concepteurs d'éclairage les plus doués de votre génération et récipiendaire de plusieurs prix. Tout est relatif. Ouais. Mais voilà, je tenais quand même à le signaler. Et surtout, vous êtes réalisateur de l'excellente balado Lueur, qui sont des dialogues informels sur ce que vous appelez les artisans de l'ombre, des tranches de vie. Et je dois avouer que j'ai écouté quelques épisodes et j'étais très touché parce que ça rejoint vraiment l'essence du projet que je voulais faire. Donc, je vais vous laisser vous présenter parce que je tenais quand même à dire qu'il y a quand même un petit lien entre vous. Vous avez commencé, enfin, vous êtes rencontrés
rencontré au collège Lionel Groux en option théâtre. Dany, c'est là que vous vous êtes rencontré avec Martin. Vous allez nous expliquer un petit peu votre parcours depuis là, succinctement. Puis vous allez aussi nous expliquer ce que vous faites. C'est quoi l'essence de votre métier? Comment vous définiriez votre métier dans le monde de la culture et des arts? Mais si on part de Sainte-Thérèse, donc j'ai terminé en 95, un parcours tout de même, lorsqu'on sort de l'école, on fait un peu de théâtre dans le coin du Québec. Ensuite, on a la chance de faire du théâtre, donc on part avec des productions telles que Ex Machina pour un certain temps. Et ensuite, je suis revenu au Québec pour me concentrer sur tout ce qui est au niveau des festivals, événements extérieurs, et aussi événements politiques quelquefois. Donc, tout ce qui est plus corporatif ainsi. Donc, j'ai eu une direction beaucoup plus événementielle à grand format, rarement dans les salles, plus à l'extérieur ou dans des grands événements externes ou des palais. Et comment vous définiriez votre métier aujourd'hui? Encore en passion avec le métier. C'est un métier qui me permet d'avoir une belle vie, de me réaliser, mais il faut toujours être au vif et de comprendre ce qui se passe au niveau créatif et aussi dans l'environnement des gens et des artistes. D'accord. Et vous, Martin, votre parcours, et expliquez-moi un petit peu ce qu'est votre métier, comment vous définiriez votre métier? Moi, j'ai terminé donc en 94 à l'option théâtre et j'ai tout de suite commencé à faire de la conception d'éclairage. La conception d'éclairage, en fait, c'est de comme vous le disiez tantôt, de se mettre dans la peau du metteur en scène et de faire les ambiances ou en fait de répondre aux demandes du metteur en scène en mettant un peu du sien évidemment sur la vision qu'il a d'un texte et la mise en scène qu'il va en faire. Alors moi je l'accompagne là-dedans pour mettre en lumière en fait les acteurs, le décor, les costumes, etc. Quelle était votre dernière grande production, on va dire? Qu'est-ce qui vous a marqué? On a tous des projets, à un moment dans les 6 derniers mois précédant le début du confinement. Sur quel type de projet vous étiez en train de travailler? Moi, j'étais depuis déjà depuis 3 mois, je pense. J'étais à Orlando parce que je travaillais sur la dernière création du Cirque du Soleil avec Disney. Et puis, on nous a rapatriés le 12 ou le 13. Moi, je pense que je suis parti le 12, un peu d'urgence. J'ai sauté dans un avion. On a tout arrêté. On a arrêté 2 semaines avant la première. Est-ce que vous avez senti quelque chose arriver ou est-ce que c'est arrivé comme ça du jour au lendemain? Ou est-ce que vous aviez un petit peu... parce que hors monde art et culture, on était tous un petit peu incrédules, si je me souviens bien, sur ce qui était en train d'arriver. On ne savait pas trop. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que... Ouais, c'est un peu particulier, moi, parce que comme j'étais en Floride, les gens là-bas, ça n'existait juste pas. Mais quand je venais à Montréal, donc une semaine avant, j'étais venu à Montréal, puis là, tout à coup, des gens en parlaient beaucoup. Et puis là, je revenais en Floride, puis là-bas, les gens, ça n'existait pas du tout. Et puis, tranquillement, c'est arrivé très rapidement, là, à l'intérieur d'un 72 heures, tout à coup, le cirque a décidé ils ont commencé à fermer des spectacles. Moi, j'avais 5 spectacles déjà qui roulaient un peu partout à travers le monde. Puis là, je voyais passer dans les journaux, tel spectacle est fermé, tel spectacle est fermé. Puis là, c'est arrivé à nous, puis... Ils nous ont tous et pour se rendre compte un petit peu, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Est-ce qu'on arrête tout? On laisse tout sur place? Ouais. Moi, j'ai vraiment fermé mon ordinateur, j'ai mis mon ordinateur dans mon sac, puis j'ai dit bye. D'accord. Je me suis rendu à l'aéroport. Et vous, Dany, les 6 mois qui précédaient, un spectacle, un projet en particulier, et comment c'est arrivé pour vous pour cette date fatidique du 13 mars? On était déjà en cours pour développer la Fête nationale du Québec, donc on était en création, puis en maquette, puis en développement artistique. On a quand même continué un certain temps. On a pris l'arrêt stop au début de l'été. Donc, vers le mois de fin mai, on arrêtait les livres en se disant on n'a pas d'autre solution et on ne se connaît pas les lois provinciales et tout, municipales. Donc, on a pris un arrêt en disant qu'on allait reporter le même type de création pour cet été. Donc, on vient de terminer 2021. On a changé la donne, on a transformé la fête, au lieu d'être un défilé, c'était des stations fixes dans le quartier des spectacles, donc éphémères. Donc, un autre contexte, au lieu que ce soit les gens qui soient stationnaires et que les artistes défilent, c'est plutôt les gens qui défilent ou qui se promènent autour des différents podiums, des différents espaces créatifs. Ça mène à une autre situation, d'autres recettes de logistique.
Simplement, j'avais le même budget, même beaucoup plus juste en sécurité, nettoyage de site qu'en sécurité publique de foule. Donc, ça développe d'autres types pas d'urgence, mais de niveau de compréhension puis de gestion de risque. D'accord. Ça voulait dire c'est les changements qui ont été induits, en fait. Complètement. Complètement. Ouais. Mais vous, en fait, juste à titre de comparaison, ça, c'est des nouvelles tâches que vous avez dans l'organisation de spectacles que vous avez? Pas des nouvelles tâches, mais plus une nouvelle façon d'opérer, de comprendre l'environnement. D'accord. Et vous, donc, pour revenir au 13 mars, Martin nous expliquait qu'il était à Orlando. Vous étiez sur un spectacle en particulier, un endroit en particulier? J'étais en tournée avec Laurent Paquin. Donc, ça fait 20 ans que je fais Laurent. Et donc, Laurent, c'est mon travail de voyage de plaisir. Donc, on était en tournée. On arrêtait la tournée soudainement sans savoir nécessairement la suite. Puis, c'est un peu ça. Et moi, je commençais aussi des cours. Donc, voilà. Donc, c'était des arrêts, mais aussi du départ sur d'autres choses, d'autres projets en même temps. Oui, la première fois que je vous avais rencontré, quand on en avait parlé justement, vous m'aviez expliqué, ça m'avait frappé parce que oui, vous aviez prévu de retourner aux études, mais en fait la pandémie a un petit peu précipité ce retour aux études et vous a fait aussi un petit peu revisiter la finalité de tout ça, votre carrière. Mais j'ai commencé l'école, le HEC, avant la pandémie, et dans mon deuxième cours, en pleine mi-session, donc c'est là qu'on tombe en mode, j'appelle Zoom. Donc les cours en Zoom, donc autant pour les profs et les étudiants, on se ramasse 55 à écouter des cours. Donc pour ceux qui ne sont pas à l'aise, même pour les profs qui apprennent aussi, pour eux c'est nouveau d'enseigner à 55 étudiants en petite pastille carrée, une matière de 3 heures. Et donc aussi, comme les cours sont via Internet à la maison et un peu moins de travail, moi j'ai accentué ma quantité de cours par session. Donc au lieu que je fasse un cours par session, j'en faisais 3. Donc j'ai réduit ma quantité de temps pour faire mon certificat. Et voilà. Donc très positif, ça a augmenté ma... Donc en fait une baisse d'activité professionnelle, mais qui a permis, on va dire, pour vous de repenser un petit peu enfin, comme je l'expliquais, la finalité des études. Donc c'est très positif au final. Mais complètement. Même d'autres types de formations, outre que le HEC, et des cours de perfectionnement en AutoCAD, ou des cours pour aller plus profond dans la compréhension des outils de travail qu'on travaille quotidiennement, ou que nos collègues travaillent avec et qu'on comprenne leur langage. Pour vous, Martin, vous me disiez tantôt, on est le 13 mars, vous revenez d'Orlando, on est en confinement, toutes les salles de spectacle sont fermées, il n'y a plus d'art vivant. Il y a eu une sorte de petit frémissement à l'été, on le verra dans une autre interview, j'ai discuté avec une comédienne qui m'a expliqué que certains projets arrivaient, mais ça a été vraiment sur un laps de temps très très court, et c'était vraiment des toutes petites productions avec un public très restreint. Comment ça s'est passé pour vous, on va dire, cette année 2020 ? Ben, moi, c'est un peu particulier, en fait, parce que ma conjointe était enceinte et puis elle a accouché le 30 mars. Donc, le confinement, en fait, il a été, au départ, il était très bienvenu. Ben oui, donc, le petit garçon, Félix, est arrivé le 30 mars, et puis on s'est enfermé, puis on a fait du cocooning pendant... En plus, j'imagine, enfin, je suis papa moi-même, je l'ai pas vécu en temps de pandémie, mais devenir parent en temps de pandémie, confiné, ça doit être quand même une expérience. Ouais, au début, on avait très peur, là. Pour l'accouchement aussi, ça donnait dans un moment où peut-être que les pères pouvaient pas être là. Ouais. Ça, on a eu quand même... Mais finalement, ça a été correct, j'étais là. Puis, au début, on était un peu nerveux de tout ça. Puis tranquillement, pas vite, s'est installé en fait un bien-être qui était... le monde est arrêté. Alors, on n'avait pas de... C'était... tout ça a été quand même positif. Moi, ça faisait... je sais pas, ça devait faire 30 ans que j'avais pas arrêté non plus. Alors, je me suis rapproché de mon plus grand-fils aussi. Il y a eu vraiment... je dirais que les 6 premiers mois là, m'ont fait un bien énorme. Des effets très positifs, se recentrer, se retrouver finalement, arrêter un rythme effréné. J'ai arrêté les productions sur production, puis je pensais... Normalement, là, mon horaire, je revenais, là, ma conjointe accouchait, là, je restais à la maison un peu, puis je recommençais. Normalement, c'était ça ma vie. Là, après 2 mois, mais là, encore à ce jour, je suis papa à la maison là, depuis 1 an et demi parce que ma blonde a commencé à retravailler, elle. Fait que moi, j'ai pris les 2 garçons, puis voilà. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes dans une pause carrière présentement? Non, parce que là, ça recommence tranquillement, pas vite, mais je dirais que après ça,
après un 6-7 mois quand même, mais le travail c'est pas le travail qui me manquait, c'était les rapports humains. Mhm. Tu sais, faire du théâtre, faire des spectacles, c'est aussi beaucoup pour moi le rapport aux autres, le rapport aux humains, le rapport à le bonheur d'arriver le matin, de voir les amis, de prendre un café avant de commencer à travailler. Tu sais, tout ce rapport-là n'existe plus. Et de là est venue l'idée de faire le balado. C'est comment ils vont, les amis? Qu'est-ce qu'ils font? Ouais. Où ils sont rendus? Alors que normalement, chaque matin, ça commence, tu poses des questions, tu parles. Alors de là est germée cette idée, je vais appeler les amis, je vais leur demander comment ils vont. Puis on va parler pendant 1 heure. Prendre des nouvelles, ça. Prendre des nouvelles, ouais. Mais c'est intéressant ce que vous me dites parce que ça va me permettre de rebondir. En fait, dans une autre entrevue, j'ai eu l'occasion d'interviewer une comédienne qui s'appelle Lamia Benassine et elle me faisait part, en fait, de sa difficulté en tant que comédienne. Ça rejoint, je pense que vous étiez en train de dire, elle me parlait d'un sevrage de la scène, d'un sevrage du public, d'un sevrage de toute l'activité. Puis c'est ce qu'elle avait vraiment mal vécu. Et je trouve ça très intéressant parce que dans vos approches, quand on parle, on va dire, de l'art et de la culture, oui, ça existe aussi. Puis j'ai eu l'occasion d'entendre, par exemple, que les écoles de finissants en art dramatique, on m'a dit textuellement que c'était un véritable massacre. Mais ce n'est pas que des histoires négatives, c'est aussi beaucoup d'histoires positives. Vous, donc, vous parlez de reprise. On est maintenant en 2021. On a une réouverture graduelle des salles de spectacle, des spectacles. On parle d'une 4e vague, mais de ce que j'ai compris, avec une population 75% vaccinée, on ne va pas repartir en confinement, on devrait laisser les salles de spectacle ouvertes. Ça serait quoi pour vous maintenant les perspectives? Est-ce que vous pensez travailler comme avant? Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? Techniquement, qu'est-ce que ça a pu changer? Oui, là, mais c'est des grandes questions que je me pose encore aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai pas de réponse très claire, mais de mon côté, je sais que je veux pas revenir au rythme que j'avais avant. Dans le sens où je veux pas faire des spectacles un après l'autre sans prendre du temps. Donc pour moi, la COVID a changé ça, mon rapport à mon métier. Après ça c'est sur papier. Est-ce que je vais réussir à dire non? Est-ce que je vais réussir Entre la théorie et la réalité, il y a toujours un gap. Oui, puis aussi, il faut le dire, là, financièrement parlant, je veux dire, j'ai depuis 1 an et demi, moi, j'étais encore sur la PCU, là. Tu sais, pas la PCU, mais la PCRU. Oui, l'aide pour les travailleurs autonomes. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, fait que j'ai des petits... il faut que je renfloue un peu quelques trucs. Donc, mais je pense que je vais aborder mon métier d'une façon différente. Comment exactement? J'ai pas la réponse. D'accord. Je sais pas. Mais je sais qu'en tout cas, il y a un travail à l'intérieur de moi qui se fait sur comment l'avenir se déroule là. Surtout avec les 2 enfants, puis tout ça. On dirait que ça remet les choses en perspective aussi. Bref. D'accord, donc un changement malgré tout positif. Vous, Dany, est-ce que ça a changé aussi vos perspectives pour vous, la façon de voir votre métier? Moi, j'ai de la chance, quand même, étant en direction de production, il y a quand même des projets qui demeurent statiques. Exemple, mon nouveau client présentement, notre travail est de faire la création visuelle sur des surfaces. Donc, j'ai pas d'assistance publique. Donc, ça change mon rythme au niveau du travail et mes livrables sont différents. Donc, en effet aussi, lorsque je suis rendu, je me suis promis de ne pas avoir un rythme de vie, de ne pas avoir de week-end, que mes vendredis, que mes moments soient aussi libres, autant de pouvoir marcher avec mon chien, de faire la moto avant. Puis, en parallèle, on est rendu le 4 août et j'ai fait ma première ride de moto à ce matin. Donc, d'où le nouveau travail que j'ai trouvé. Mais, à un moment donné, tu oublies le temps. Tu oublies l'urgence. Et nous, dans le domaine festival, on s'entend, c'est début mai, fin septembre. Donc, on n'a jamais d'été. Et donc, la COVID m'a permis justement l'année passée de faire l'école, de prendre le temps, de voir mes plantes pousser, de prendre le temps de prendre le temps. C'est un domaine parfois comme pour Martin. Mais c'est un domaine qui peut rapidement nous noyer si et nous écraser et on devient un peu aussi... c'est dangereux de ne pas prendre le temps. Donc, moi, la COVID m'a permis justement de faire un recul, comme beaucoup de monde dans le domaine, de voir nos passions, pas de se refaire, mais de mettre nos nouvelles limites
Puis aussi, on vieillit, fait que... Bon, aussi, oui. Il y a ça aussi. Oui, c'est ça. Non, c'est vrai qu'arrivé à un certain âge, ça change aussi les perspectives sur la façon de vivre. Vous venez de m'expliquer, je vous en remercie tous les deux, comment vous voyez les perspectives, on va dire, d'un point de vue personnel. Dany, tantôt, m'a expliqué un petit peu les changements dans son métier, des changements de procédure. Est-ce que vous considérez que techniquement, maintenant, ça va changer fondamentalement votre façon de travailler dans vos métiers respectifs? Vas-y, Martin. Déjà, les réunions, on sait que maintenant, on est capable de faire des réunions par Zoom, puis ça se passe très bien. Déjà, ça change les choses. Après ça, techniquement, non. Je dirais qu'à court terme, pour l'instant, j'ai pas ce sentiment-là. D'accord. Parce que, par exemple, j'avais entendu parler de perte d'expertise dans certains milieux. Oui. Est-ce que organiser une production quand il manque de techniciens, est-ce que c'est... Ouais. OK. Alors, dans ce niveau-là, oui. C'est-à-dire que là, moi, je travaille beaucoup avec le Cirque du Soleil, puis avec l'effondrement du Cirque du Soleil, beaucoup, il y avait une grande expertise au cirque, et ils sont partis travailler partout à travers le monde. Là. Ils sont retournés dans leur pays, en Australie, en France, et à mon avis, ils ne reviendront pas tous. Et ça, pour moi, les gens aux costumes, les gens aux accessoires, c'est pour moi une grande perte d'expertise, de connaisseurs, de petites mains, d'intelligence scénique qui sont allés ailleurs. Et qui vont être, j'imagine, difficiles à combler. Ben oui, qui vont être difficiles à combler, parce que c'est des gens qui ont appris leur métier au cirque, et le cirque était très particulier dans la façon de faire les choses. Alors, je sais pas comment ils vont remplacer. Enfin, je voudrais pas être à la barre pour repartir tout ça, parce que après moi, il y a du travail. Et après ça, je pense que c'est la même chose. C'est la même chose dans les restaurants. Il y a un manque de main d'œuvre partout. Oui, dans tous les secteurs d'activité présentement. Fait que, je veux dire, on va faire avec, puis tranquillement, pas vite, les choses vont se rebalancer, je pense. Et vous, Dany? En fait, la direction de prod, c'est un peu notre excellence de mandat de travail, soutien est avec l'équipe qui nous entoure. Sans notre équipe, de faire la direction de production, d'être contremaître est très difficile. Donc, mon environnement de gens que j'avais habituellement dans mes projets, que je pouvais faire un coup de téléphone, mais ils sont plus là. Donc, moi, automatiquement, j'excelle moins. Et je le ressens. Des fois, tu fais un projet, puis tu ne livres pas à 100% ton projet parce que tu n'as pas nécessairement toute l'expertise. Et des fois, tu n'as plus de gens autour de toi. Autant que ce soit des gens dans ton travail que des fournisseurs qui sont absolument avec toi tout le temps et qui sont toujours là pour te donner un coup de main. Des fois, ils ne sont pas capables d'émettre le coup de main habituel. Puis en événement, il y a des manœuvres. J'en suis certain, j'ai des collègues qui travaillent avec chez Aga et tout, les procédures de nettoyage seront toujours là. J'ai l'impression qu'il y a une méthode auquel nettoyage, je ne dis pas nécessairement des masques, mais il y a une procédure, je n'aime pas dire ça, mais on a que pour permettre aux municipales, aux provinciales, des subventions, des permissions de projet, l'acceptance d'une foule de 25 000 personnes, même si on n'est plus en COVID, j'ai toujours l'impression qu'il y a une procédure qui est dans les cahiers de charge. Je pense que ça va rester. Ah, moi, je pense que oui. Cahiers de charge de la ville, cahiers de charge qu'on fait. On voit, même aujourd'hui, même les pompiers ont... tous leurs documents sont beaucoup plus serrés dans leur procédure. Donc, j'ai l'impression que c'est des budgets aussi qu'on doit trouver. À l'époque, c'était 20 000 en gestion sanitaire. Là, tu en as pour 50 000, mais tu as un 30 000 qui manque. Pour conclure, vous venez de dire quelque chose d'intéressant. Vous venez de parler d'un spectacle de 25 000 personnes. Pour le moment, on a encore une restriction. Je pense qu'on a 5 000 ou 6 000 personnes au grand maximum. Puis je pense que ça va être un test qui va être mené dans un spectacle musical grandeur nature. Bientôt, est-ce que vous pensez, vous, qu'on retournera un jour à cette possibilité de travailler sur des spectacles de grande envergure? Moi, je pense que oui. Ouais, moi aussi. D'accord. Ouais. Pas juste la méthode ou la façon de le faire, mais c'est certain que l'humain reste humain. On a besoin de cette énergie dans une foule. Oui, et puis on va rester positif, on va se dire que la COVID, un jour, on en sera quand même débarrassé, on espère. Oui, puis effectivement, moi je pense que ce désir d'être assis dans une salle tous en même temps à regarder un spectacle, ce moment de communion, ne sera jamais remplacé par des lunettes VR, puis une captation. C'est-à-dire que la captation se rajoute à ça, la VR se rajoute à ça. Il n'y a rien de mal là-dedans, mais
l'art de la scène, à mon avis, va toujours Ça rester. a ses limitations, effectivement. Ça va toujours rester. Les gens ont besoin d'être assis, de voir un spectacle de musique, de théâtre. D'autres intervenants me l'ont d'ailleurs signalé, c'est que peut-être par exemple pour un artiste visuel qui fait beaucoup de virtuel, un artiste numérique, ça a peut-être effectivement son fondement, mais pour des arts vivants, on va dire que ça a quand même une limitation. Oui, puis il y a des belles choses qui sont faites. Là, le spectacle de Charlotte Cardin était magnifique, la captation de Robert Lepage était très belle. Il y a plein de belles choses qui se sont faites, mais fondamentalement, c'est pas ça. On est assis dans une salle, puis on vit un moment. Moi, je pense que ça va toujours rester. Puis ça va revenir. Ça prendra peut-être encore 3 ans. Je dis pas que ça va revenir demain matin, mais je pense que, je l'espère, que ça va revenir. Dany, Martin, je vous remercie beaucoup. Ça a été un plaisir de vous accueillir et de vous avoir pour cette discussion. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous deux. Merci. Les docteurs Andréane Côté et Daniel Grandmont vont nous parler comment d'un constat sociétal sur les soins palliatifs, parents pauvres de la médecine, l'art vivant est devenu un outil pour comprendre le mystère qu'est la fin de vie, à aider les patients et leur entourage à vivre ces instants, comment le langage des arts peut être nourrissant pour compléter leurs connaissances médicales et pouvoir donner un sens au processus d'accompagnement en fin de vie. Elles nous raconteront également comment le confinement leur a permis de faire un bilan de ce beau projet, de le redéfinir et de pallier à son absence forcée. Elles nous donneront aussi leur avis sur l'absence d'art, de culture durant cette longue période, alors que la province est affectée par des problèmes de santé mentale, effets collatéraux directs de la pandémie. J'ai le plaisir de recevoir les docteurs Daniel Grandmont et Andréane Côté, qui sont venus me parler en fait d'un projet qui est en fait relié à l'art. Au départ, j'avoue que j'avais pas vraiment pensé à aborder ce sujet, mais de contact en contact, de fil en aiguille, j'ai rencontré d'abord Andréane et j'ai trouvé son sujet vraiment très très pertinent, dans la mesure où elle rejoint en fait la médecine, les soins en fin de vie, les soins palliatifs et l'art, dans un projet qui s'appelle le laboratoire créatif sur la fin de vie. Donc je vais vous présenter mes invités d'aujourd'hui. Andréane est médecin de famille spécialisée en soins palliatifs. On peut dire que c'est une médecin à l'âme d'artiste, ce que je pense aussi après l'avoir rencontrée et quand elle m'a parlé de son projet. Elle est là aujourd'hui pour nous expliquer donc les soins palliatifs, la fin de vie, mêlée à une pièce de théâtre. J'ai aussi le plaisir de recevoir Daniel Grandmont, qui utilise ce projet théâtre comme un outil pédagogique envers les médecins, parce que j'ai appris que les médecins n'étaient pas forcément, on va dire, les plus au fait des soins palliatifs, et Andréane m'avait déjà expliqué que c'était un parent pauvre de la médecine, et pour vous donc c'est un outil vraiment pour aller enseigner ce qu'est la fin de vie aux médecins, aux jeunes médecins, je crois me souvenir. Donc merci à toutes les deux d'être ici avec moi aujourd'hui, puis je vais vous laisser la parole. Je vais vous laisser d'abord vous présenter. Donc, Andréane. Bonjour, je suis médecin de famille avec une expertise en soins palliatifs. Je travaille dans le CIUS du nord de l'île de Montréal, à la fois en soins palliatifs à domicile et en pratique hospitalière. Je porte également un chapeau de directrice du programme de compétences avancées en soins palliatifs à l'Université de Montréal, donc également un intérêt en pédagogie médicale. Daniel. Et donc, moi, je suis Daniel Grandmont, médecin en soins palliatifs au CIUS du nord de l'île, plus spécifiquement à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal et aussi à l'Institut de cardiologie de Montréal. Mais j'ai également un chapeau bien investi dans l'enseignement des soins palliatifs puisque je suis responsable de l'enseignement aux prégradués à l'Université de Montréal, tant au niveau de l'externat, qui sont les médecins en 4e et 5e, en 4e année de médecine, et aussi aux prégradués, donc en première et deuxième année de médecine. Mon intérêt se penche sur quelle est la meilleure façon de pouvoir intégrer l'enseignement des soins palliatifs et d'intégrer la mort dans le cycle de la vie, dans le processus de l'apprentissage de comment on devient un médecin.
J'avoue que quand j'ai rencontré Andréane pour la première fois, quand elle m'a parlé de ce projet, pour moi c'était aussi une découverte. J'avoue que effectivement, quand on en avait discuté, dans notre monde occidental, les soins palliatifs, la fin de vie, c'est quelque chose effectivement tabou. C'est pas quelque chose dont on discute souvent. Et puis j'avoue que même ça m'était pas venu à l'idée, à l'esprit d'en parler pour cet épisode. Mais justement, c'est ce côté tabou, je pense, qui vous a, on va dire, intéressé à développer cette idée, parce que je pense que c'est vous, Andréane, qui êtes à l'origine de ce projet, et puis Daniel, vous êtes venu ensuite par la suite, donc je vais vous laisser un petit peu présenter le projet, Andréane. Donc, il y a quand même plus de 4 ans, on a eu cette idée-là. En fait, j'ai eu cette idée-là d'essayer d'apporter sur scène le thème des soins palliatifs et de la fin de vie, parce que c'est un sujet tabou. Il y a beaucoup de mythes à déboulonner en regard de cette thématique-là. Et pourtant, je trouve que c'est un travail formidable. Je me trouve grandi, je me trouve enrichie à chaque journée que je travaille dans ce domaine-là au chevet de la mort et au chevet de patients qui parcourent leurs dernières étapes de vie. Et je veux sortir de l'idée, justement, que les soins palliatifs égalent toute fin de vie. Et donc, il y a beaucoup de travail à faire pour essayer de démystifier ce qu'ils sont. J'ai donc eu l'idée, en plus de mon travail de clinicienne, d'essayer d'explorer le thème de la recherche. Et j'ai fait une formation qui s'appelle Transdisciplinary Understanding Training and Research. C'était une formation qui était offerte aux cliniciens et aux personnes qui pratiquent en première ligne. Donc, les médecins de famille, j'étais interpellée à ce titre-là et j'ai été exposée aux différentes méthodologies de recherche, dont les méthodes de recherche basées sur l'art. Et je trouvais ça intéressant que ma fibre artistique, mon amour de l'art puisse être utile dans mon travail de médecin pour essayer d'éduquer et de conscientiser les gens, le grand public et les professionnels de la santé à ces sujets-là qui sont importants, le sujet de la transition vers les soins palliatifs et vers la fin de vie. Donc en fait, vous, c'est plus un constat sociétal qui vous a mené, on va dire, à développer ce projet. Daniel, vous, qu'est-ce qui vous êtes présenté, mais qu'est-ce qui vous a vraiment intéressé à rejoindre Andréane sur ce projet? Dans le quotidien, quand on a des étudiants auprès de nous et qu'on accompagne dans leur stage de formation, souvent le langage poétique va être une façon pour moi, que ce soit en réunion de famille, avec les étudiants, pour essayer de les amener à comprendre tout le mystère qui peut entourer la fin de vie. Et donc, le langage des arts est un langage qui est très nourrissant pour compléter mes connaissances médicales et pour pouvoir redonner le sens sacré de ce qu'est le processus d'accompagnement de la fin de vie. Et je pense qu'un médecin en formation se doit d'aller chercher toutes ces connaissances médicales, certes, mais également de rajouter tout l'aspect artistique qui va l'amener dans quelque chose de plus grand. Et donc, le médium d'une pièce de théâtre qui va aller mettre en scène des mythes, qui va aller mettre en scène des situations qui sont très crues de la fin de vie, va nous permettre de nous détacher, d'en faire une méta-analyse, puis d'aller plus loin dans notre façon d'apprécier, puis de sortir du déni de la mort qui est le propre de notre société actuellement. Oui, vous venez d'utiliser le mot, c'est ce que j'allais dire, on parlait de déni. Mais j'imagine que si on doit s'investir dans un projet de théâtre comme ça, c'est que c'est un message qui, à la base, ne passe pas, en fait, ou a du mal à passer. Et cette pièce de théâtre aide à faire mieux passer ce message. Ou c'est ce que je pense comprendre, en tout cas. En fait, c'est un médium pédagogique très intéressant qui mérite d'être exploré. Quand on parle d'exploration, depuis combien de temps ce projet se développe? Est-ce que vous avez rencontré beaucoup d'obstacles? Est-ce que les financements, parce que j'imagine qu'on ne monte pas un projet comme ça du jour au lendemain? Donc, en 2017, à la base, j'ai eu l'idée d'interpeller d'abord Chantal Grenier, qui est autrice, qui travaillait à l'époque sur une pièce de théâtre sur la parentalité. Et puis, je trouvais que sa méthodologie de recherche-création était très parente avec des méthodologies de recherche. Et je l'ai même questionnée, est-ce que tu fais de la recherche, Chantal? Je dis, en tout cas, si un jour tu as envie d'écrire une pièce de théâtre sur les soins palliatifs, on s'appelle. Et puis, c'était une idée qui lui est restée. Et puis, à ce moment-là, j'ai
interpellé en deuxième lieu Mélanie Vachon, une psychologue en soins palliatifs qui est une belle expertise dans le domaine de la recherche. Donc, quand on veut pousser de l'avant une idée de recherche, c'est toujours une bonne idée de s'adjoindre de quelqu'un qui a une expertise comme la sienne. Et puis ensuite, j'ai contacté Maude Gendron-Langevin, qui est une professeure à l'École supérieure de théâtre, dramathérapeute également, qui maîtrise bien les méthodes de recherche basées sur l'art. Et puis, avec ces 3 autres filles-là, on a eu envie de porter le projet et de commencer à faire des demandes de subventions. Et puis, on a d'abord fait des différentes demandes de subventions, tant du côté du domaine des arts que du côté du monde de la recherche. Et puis, finalement, c'est de ce côté-là qu'on a eu les premières subventions. Les premières subventions nous ont permis de faire une lecture publique en novembre dernier, une lecture publique qui était web diffusée en direct. Et puis qui nous a permis de trouver quand même un large auditoire, plus que ce qu'on aurait cru au départ. Et puis, et là, ce qu'on espère, on a touché une autre subvention des Fonds de recherche du Québec qui va nous permettre que le texte écrit, qui est un texte en 2 dimensions, si j'ose dire, on va pouvoir l'amener en 3 dimensions, donc pouvoir le mettre en scène par des comédiens et pouvoir aider le texte à prendre vie. Vous, justement, c'est là que je voulais intervenir parce que le but de cette interview, ce qui m'avait intéressé, c'est justement ce lien entre art, théâtre et fin de vie. Vous me parlez de novembre, j'imagine qu'on est en novembre 2020. Puis, c'est un projet, vous parlez de web diffusion. Je voudrais me remettre un petit peu l'année dernière. Juste que vous me parliez un petit peu où en était ce projet, on va dire avant la fameuse journée, ce vendredi 13, cette journée fatidique où le monde s'est arrêté, si on peut dire comme ça. Où en était ce projet et comment ça a évolué pendant le confinement, pendant une année quasiment de confinement? On a eu besoin de faire quelques rencontres par Zoom pour essayer de trouver une solution à ce qui nous apparaissait à l'époque être une impasse. Donc, effectivement, on avait 2 présentations devant public qui étaient prévues. Une première au printemps 2020 au Théâtre aux Écuries, donc dans un centre urbain à Montréal. Et puis, on avait une seconde représentation qui était prévue au Centre culturel St. John's à Bromont, donc pour atteindre un autre public. Donc, on avait prévu deux représentations devant un public qui était de l'ordre de 75 à 90 personnes. Donc, suite à ces représentations-là devant public, on avait prévu faire une discussion post-représentation avec les gens de l'auditoire, parce que c'est ça les méthodes de recherche basées sur l'art, c'est-à-dire que le texte qu'on a coécrit, Chantal portait le crayon, mais les différentes personnes qui ont collaboré à ça lui ont donné de l'inspiration pour qu'elle puisse écrire le texte. Donc, on a dû faire preuve d'imagination. Au départ, on ne savait pas trop qu'est-ce que les règles sanitaires allaient nous permettre en termes de distance, de distanciation et tout ça. Donc, on s'est rapidement rendu compte qu'il y avait une possibilité qui était la web diffusion. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de dégager un budget pour faire une captation qui était pour être filmée en direct et puis rediffusée sur le web. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que en louant des locaux à l'UQAM, grâce à la contribution de notre prof à l'École supérieure de théâtre, on a trouvé des locaux. Et puis, finalement, on a pu procéder en engageant des comédiens professionnels, une metteuse en scène. On a également bénéficié des conseils d'un conseiller dramaturgique, François Archambault, qui nous a aidés finalement à ce que le projet se poursuive. Et donc, en novembre dernier, on a pu atteindre un public de 200 personnes en live. Et puis, le lien a pu être diffusé pendant 24 à 48 heures. On a pu toucher jusqu'à 2000 personnes. Et ce qu'on a demandé au public, c'était une captation gratuite. Ce qu'on leur demandait en échange, c'est de remplir un sondage et de participer, pour certains d'entre eux, à une discussion post-représentation pour avoir leurs commentaires sur la pièce. Et ces commentaires-là ont été analysés par des assistants de recherche qui ont lu les 300 questionnaires et puis ils nous ont fait un rapport synthétique à l'équipe principale de recherche pour qu'on puisse bonifier le texte, bonifier la pièce. Donc, il y avait des personnages qui étaient appréciés, d'autres qui l'étaient moins pour différentes raisons. Donc, ça a beaucoup aidé l'autrice dans son travail de création pour amener de la texture
aux personnages et puis au texte. En fait, on pourrait dire que la pandémie a eu un effet aussi positif. Ça vous a permis de retravailler le projet, de le comprendre et peut-être de faire quelque chose, je pense à ce questionnaire en ligne, qui n'aurait pas été fait en temps normal. Vous, Daniel, de votre côté, l'implication est différente, comme vous l'avez expliqué. Est-ce que ça a eu un impact pour vous, cette fameuse journée du 13 et ce projet de théâtre et fin de vie, parce que vous êtes impliqué, comme vous l'avez expliqué, d'une manière différente? En fait, l'enseignement des soins palliatifs, puisqu'on reste... clairement, la pandémie a eu un impact au niveau de notre travail clinique, mais on va se pencher plus sur l'aspect pédagogique aujourd'hui de cet impact-là. C'est qu'il a fallu réécrire le stage, puisque les milieux de stage, ça a été très difficile. Donc, les unités de soins palliatifs ont sauté. On n'arrivait plus à recevoir nos étudiants dans le contexte qu'on pouvait le faire avant la pandémie. Donc, l'enseignement de la médecine en contexte de pandémie, il a fallu vraiment réinventer plein de choses. Spécifiquement au niveau de notre stage, où est-ce que la force de notre stage est la rencontre avec la famille, la rencontre avec le patient, les discussions, les dynamiques familiales, puisqu'il y a plein de monde, la constellation familiale à analyser, à voir, à aborder. Mais là, on n'avait plus de famille au chevet, tout était compliqué. Alors est arrivé ce projet-là de théâtre, et là, avec Dr Côté, ce qu'on a pu se dire, c'est, mais quel outil merveilleux, cette captation-là, qui peut être revue, qui peut être analysée, qui peut être décortiquée par les étudiants de médecine, et la beauté également de cette pièce qui parle beaucoup d'interdisciplinarité, où on peut dire que le personnage de l'infirmier est central, ce qui est d'ailleurs le fait dans nos milieux de santé, mais va faire que l'étudiant de médecine va voir la force et la puissance d'une équipe interdisciplinaire. Et on est capable de la mettre en scène, de la mettre devant soi et de pouvoir s'en dégager un peu pour aller chercher les forces, les failles, pour aller voir les mythes, pour aller le regarder sans être confronté aux premières loges. Donc, c'est un beau laboratoire. Donc, si je comprends bien, d'un côté, avec Andréane, on a ce programme qui va plutôt s'adresser aux personnes en fin de vie et aux proches d'une personne en fin de vie. Et pour vous, Daniel, c'est plus dans les milieux médicaux. Et vous pouvez justement en parler librement, parce que ce que je trouvais d'intéressant avec cette approche de projet, c'est que ce que j'avais cru comprendre, j'ai appris quelque chose, c'est que les soins palliatifs et la fin de vie ne sont pas ce qui est le mieux vu apparemment dans les milieux médicaux. Donc j'imagine que vous avez dû aussi beaucoup vous battre pour faire vivre ce projet. Ben, je dirais que effectivement, travailler en soins palliatifs, c'est un petit peu le constat d'échec de la médecine. Donc, c'est sûr que forcément, on n'est pas... ça dépend des individus, bien entendu, mais c'est sûr que quand on fait appel à nous, il y a certains qui le vivent mal comme soignants. Et comme famille et comme patients aussi, on a l'impression, parfois, les patients se sentent abandonnés d'une certaine façon, et donc on doit réajuster le tir, et rapidement, quand on rentre en relation avec un patient et son entourage, on essaie d'expliciter ça, puis de porter un intérêt à cette croyance-là qui existe à l'effet que quand il n'y a plus rien qui est possible, quand on ne peut plus guérir, ben la seule chose qui reste, c'est les soins palliatifs. Et donc, on veut le voir un peu différemment. Mais je dirais que ce qui est complexe avec un projet comme ça, quand on veut l'intégrer dans le curriculum de formation, c'est que toute heure de formation doit être ajoutée, mais ça implique qu'il y en a une autre qui doit être enlevée. Donc, c'est toute une logistique d'essayer de trouver une salle de classe et d'essayer de faire valoir à la faculté qu'il y a une heure qui soit dédiée à l'écoute d'une pièce de théâtre. Donc, il faut donc expliciter en quoi c'est pertinent et en quoi ça peut être une modalité d'apprentissage qui est complémentaire. Maintenant, sur le terrain plus clinique, je dirais que le projet d'éducation de la pièce, c'est pas tant... Oui, bien sûr, c'est chez les patients qui sont en soins palliatifs et leurs familles, mais c'est encore plus large que ça. C'est tout le grand public. C'est une pièce à l'intention du grand public parce qu'elle s'appelle « Si un jour je meurs ». Donc, il y a quelque chose là. C'est un rappel de notre propre finitude et celle des gens que nous aimons, qu'on espère le plus loin possible. Mais c'est à travers cette heure et demie-là, passée ensemble, on réfléchit à cette finalité-là qui est présente pour chacun d'entre nous, comme être humain, comme être vivant. Et dans le fond, c'est un rappel de comment je peux avoir une vie bonne, comment je peux faire sens de ma vie alors qu'un jour, il y aura une fin.
Donc, finalement, c'est une occasion de réfléchir à cette problématique-là. C'est une pièce de théâtre qui amène donc à réfléchir, mais est-ce que, une fois la pièce de théâtre finie, il peut y avoir un débat organisé? Est-ce que vous avez des retours? Est-ce que vous avez des gens qui viennent vous en parler? Est-ce que ça les a touchés? Ce que je serais intéressé de savoir, c'est quoi l'effet, et autant d'un côté pour vous, Andréane, pour des patients éventuellement en fin de vie, leurs proches, que pour vous, des jeunes médecins. Bien, on a réellement l'intention, donc, disons, sans règles sanitaires, là, le rêve, le projet, c'est que cette pièce de théâtre-là circule et aille à la rencontre de son public. Donc, qu'il soit présenté dans des centres communautaires, dans des bibliothèques, dans des auditoriums de centres de soins prolongés, dans des salles de classe avec des petits et des plus grands élèves. Donc, ce serait que cette pièce-là circule et qu'à la fin de chacune des représentations, il y ait une séance de discussion aux gens qui voudront bien y participer. Donc, c'est ça le travail des médiateurs culturels, finalement. C'est tout un travail de médiation que d'utiliser le public qui a écouté une pièce et de susciter une discussion et de susciter une réflexion. Donc, dans un monde idéal, la pièce vivrait, circulerait à travers le Québec et puis il y aurait différents acteurs, différents intervenants de soins palliatifs qui seraient présents dans la salle et qui répondraient aux questions du public après coup. Je voudrais qu'on fasse une conclusion, parce que je voudrais avoir votre avis de médecin et je voudrais aussi avoir votre avis d'amatrice, de consommatrice, d'art, de culture, de l'importance. Puis je vais vous poser la question, Daniel. Je voudrais avoir votre avis sur comment ça s'est vécu, selon vous. On en a discuté tantôt, c'est pas votre spécialité, mais vous avez quand même un avis en tant que médecin qui m'intéresse. Mmh. C'était quoi l'absence d'art, de culture, selon vous, parce qu'on parle pas assez, on parle beaucoup des morts du Covid, de la vaccination, mais on n'a pas beaucoup parlé de l'impact en santé mentale. Je trouve que c'est un sujet qui est très très peu abordé. Je voulais avoir votre avis sur l'impact en santé mentale, si selon vous il y en a un présentement, et si l'absence d'art et de culture pendant presque 1 an et demi, quels ont été les effets? Disons que tout ce qu'on a passé au travers actuellement, ça a été beaucoup centré sur le soin. Ça a été beaucoup centré sur les statistiques. Et nous, qui étions au front auprès des patients, donc c'était d'aborder la maladie, de guérir, d'accompagner dans des décès qui étaient très rapides, de tenter au meilleur de contrôler les symptômes et faire que les choses, d'une façon très concrète, que le soin, on était revenu à un soin très de base avec des gens seuls. Et on a travaillé beaucoup dans la solitude. On a fait les équipes soignantes, mais auprès de patients qui étaient seuls. Et pour moi, donc, l'art est une façon de se relier, est une façon de communiquer, et c'est de remettre de la poésie dans tous les drames qu'on a vécus. Et souvent, dans notre travail, on a besoin d'aller s'abreuver dans ce qui est plus grand que soi, mais qui est dans toute l'expression artistique qui va nous permettre un peu de dégager tout ce dont on a été témoin. L'absence d'art vivant a été difficile, oui, parce que c'est une façon de se rééquilibrer. Tranquillement, il y a eu des initiatives qui se sont faites par webdiffusion et qui ont été salutaires. C'est un moment où on a lu beaucoup, où on a vu beaucoup tout ce qui pouvait se faire là, dans les films et tout, mais la présence l'absence des arts a probablement contribué à faire que les équipes traitantes avaient une difficulté à aller se ressourcer. Et ça pouvait contribuer à l'épuisement, assurément. Andréane, est-ce que vous voulez conclure sur le sujet? J'allais, comme Daniel, parler de l'isolement, de la solitude qu'on a vécu. Dans ce confinement-là, on s'est isolés les uns les autres. C'est pas pour rien, quand les Canadiens de Montréal ont bien performé, qu'on s'est tous reliés. Oui. On a besoin, comme culture, comme société, de se rallier derrière un symbole commun. L'art, c'est une façon de se relier les uns aux autres et de vibrer à l'unisson derrière une musique, derrière un projet, derrière une œuvre d'art.
Et on a beaucoup souffert de ne pas pouvoir le faire pendant la pandémie. On est en stress post-traumatique, je pense, comme société, suite comme civilisation, là, parce que c'est mondial, cette histoire-là. Donc, je dirais que l'art, c'est un peu la nourriture de l'âme. C'est un besoin vital. C'est ce qui nous définit comme être humain, cette possibilité-là de nous rallier, de créer des symboles. Donc, l'art permet des fois de simplifier des enjeux tellement complexes, de les rendre simples, puis de les rendre vrais, puis de toucher les gens à travers des symboles qui nous relient les uns aux autres. Donc, longue vie au projet artistique, longue vie à ce projet-là, parce que ça va être une occasion de rencontre dont on a tant besoin. Écoutez, c'est en tout cas ce que je vous souhaite. Daniel, Andréane, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette balado. Merci. Merci. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode qui aura, j'espère, suscité tout votre intérêt. Je tiens à remercier encore une fois tous mes invités d'avoir pris de leur temps au milieu de tous leurs projets et vies quotidiennes pour venir nous partager ces tranches de vie. Encore un tout grand merci à la balado de Fred Savard et toute son équipe, sans qui cet épisode n'aurait pas pu voir le jour. Et si vous souhaitez rebondir sur ce sujet, n'hésitez pas à me contacter et me partager vos témoignages et avis. C'est aussi l'essence même d'une balado.